J'étais un rayon de lumière élevé très haut au-dessus de la terre, voyant dans toutes les directions à la fois. Et chaque fois que je prenais une inspiration, cet horizon magnifique s'élevait comme les nageoires d'une gigantesque raie nageant sous la mer, juste au ralenti. À chaque fois que je reprenais une inspiration, l'horizon continuait simplement à monter et à descendre, et c'était tellement beau. Je savais que c'était la vérité sur qui j'étais. Tu prends très à la légère le fait d'avoir immédiatement commencé à vivre des expériences transcendantales. Combien de temps es-tu resté là-bas? Quand je suis redescendu dans la pièce, ma vie avait changé à jamais. La docteure Sue Mortar, conférencière internationale, auteure et experte en médecine bioénergétique. Tout ce qui est stocké dans la mémoire subconsciente va être utilisé comme une liste de contrôle pour évaluer à quel point je suis en sécurité aujourd'hui. Si je suis constamment inquiet avec le temps, mon subconscient pense que j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter. L'esprit est conçu pour servir quelque chose de plus grand que lui-même. Cette chose qui est plus grande que lui-même, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi, celui qui existait avant que nous vivions l'histoire de notre vie. Comment entrons-nous en contact avec l'âme? Nous ne sommes pas seulement connectés à Dieu, nous en sommes faits, ce qui signifie s'éveiller à une version supérieure de qui nous sommes plutôt qu'à quelqu'un coincé en mode combat ou fuite. Et si je n'avais pas à gagner ma place au paradis, mais si j'en étais fait, Bonjour, je suis Mayim Bialik Et je suis Jonathan Cohen. et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, il s'agit d'énergie. Comment nos pensées vibrent à une fréquence spécifique et à mesure que nous nous éveillons à notre véritable nature, nous pouvons commencer à avoir un éveil spirituel, trouver le but de notre âme et transformer notre vie. Vous vous demandez ce que signifie parler d'énergie bloquée ou de voir l'énergie autour de vous. Nous allons interroger quelqu'un qui va tout nous expliquer. La docteure Sue Mortar est conférencière internationale, auteure et experte en médecine bioénergétique. Son livre, The Energy Code, est un système en 7 étapes pour éveiller l'esprit, guérir le corps et vivre pleinement. Mais son travail repose sur l'idée qu'il existe différentes énergies dans notre corps que nous pouvons canaliser et diriger vers certains endroits. Et elle enseigne tout un système de méthodes pour accéder à ces différents niveaux d'énergie qu'elle considère comme liés à la conscience et à une connexion avec l'univers dans son ensemble. Elle explique aussi que les histoires que nous racontons sont des expériences passées, que la douleur que nous portons, qui nous a autrefois protégés, nous limite en réalité. Cela empêche notre corps de guérir. Cela nous empêche de trouver des solutions nouvelles à nos problèmes, d'être créatifs, de penser différemment et d'être vraiment présents dans nos propres vies. Elle décrit comment notre corps nous parle, nous envoie des signaux auxquels nous ne prêtons pas attention. La docteure Sue va également nous guider. Je dirais l'une des meilleurs moments d'éveil spirituel que j'ai entendu. La façon dont elle décrit ce qui lui est arrivé lors d'une profonde méditation. Trance, c'est une histoire incroyable. Et cela l'a mené sur le chemin de sa vie. Son prochain livre sortira en mars 2026. Nous sommes tellement ravis de parler à la docteure Sue Mortar. Bienvenue dans l'émission. décryptons ça. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Selon vous, qu'est-ce que les gens devraient savoir sur votre travail et l'impact qu'il peut avoir sur leur vie? L'une des choses qui arrive aux gens dans la vie, c'est que nous finissons par croire que nous sommes nos pensées, notre personnalité, notre histoire et notre passé. Et avec le travail que je fais, en apprenant aux gens à aller au-delà de l'histoire de leur vie et à travailler avec l'énergie brute du flux ou de l'absence de flux, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à reprendre leur pouvoir et ne se laissent plus distraire ou disperser par des pensées, des schémas et des croyances qui ont été stockées à partir d'expériences passées ou d'une réalité basée sur la peur dans laquelle la plupart des gens vivent. Et donc, puisque tout est énergie, ce que nous faisons, c'est apprendre à travailler avec l'énergie de nos vies au lieu des opinions, des attitudes, des dispositions et des conclusions hâtives que nous avons tirées. Donc, le stress diminue car nous apprenons à reconnaître les différentes énergies qui traversent notre corps. Au lieu de parler d'anxiété, nous comprenons qu'il s'agit en réalité de quelque chose qui veut s'allumer et émerger de l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que les gens commencent à utiliser leur esprit de manière créative au lieu de manière défensive.
Et cela réduit la charge de stress et augmente l'énergie ainsi préservée pour créer une vie meilleure pour nous-mêmes, innover et vraiment façonner l'expérience de vie que nous aimerions vivre, plutôt que de simplement mieux nous protéger de quelque chose que quelqu'un d'autre crée. Peut-être que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu cette énergie, d'accord? Beaucoup savent qu'ils ont des sentiments ou des pensées, et parfois ils les ressentent physiquement. Mais peux-tu nous donner, tu sais, une petite introduction à ce qu'est cette énergie? Comment devrions-nous y penser? Et en particulier, tu sais, tu as ce schéma fantastique. Tu sais, ces niveaux d'énergie qui émanent de nous décrivent comment nous devrions comprendre cela du point de vue de notre nature de corps énergétique. Hmm. Donc, l'énergie, la qualité de l'énergie avec laquelle nous travaillons, c'est l'énergie de la création. Vraiment, c'est l'énergie qui sert de toile de fond à toute la vie. Et cela peut sembler difficile à comprendre pour nous, mais ceci pourrait aider. Une loi physique dit que toute matière physique est de l'énergie compressée. Donc, pour obtenir un corps physique, l'énergie s'est compressée encore et encore, et cela génère cette forme physique dans laquelle nous vivons. Mais au final, cela reste de l'énergie. Et donc, différents niveaux et couches de notre être vibrent à des fréquences différentes. Comme on peut l'imaginer, nos pensées vibrent à une fréquence différente de celle de nos os, n'est-ce pas? Nous pouvons changer nos pensées assez rapidement. C'est une énergie très malléable. Et lorsque nous devenons de plus en plus denses sous les contraintes de notre existence physique, cela devient, vous savez, plus dense et plus stable, je dirais. Et donc, c'est vraiment l'énergie de la force créatrice, la force vitale elle-même, la source, l'énergie avec laquelle nous travaillons. Et nos pensées, nos émotions, notre chimie et nos sensations ressenties dans notre corps sont toutes, imaginez-les comme différentes stations de radio, différentes versions de fréquences vibratoires de l'unique vrai soi que nous sommes. Et donc, quand quelqu'un ressent des sentiments et des émotions et qu'il sent ces ondulations ou ces secousses dans le corps que nous appellerions nervosité ou anxiété, peur, ce qui s'est passé, c'est que nous avons appris que, vous savez, ces énergies sont, selon les noms qu'on leur a donnés, comme si elles étaient mauvaises. Au moment où on lui donne un nom, il y a alors une histoire qui s'y rattache. Donc, si on l'appelle peur, alors l'esprit commence immédiatement à chercher, d'accord, de quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Que se passe-t-il? Et cela commence simplement à faire monter l'activité mentale, à l'éloigner de la pensée alpha, de la fréquence alpha, qui est notre état véritable, vers des fréquences bêta de plus en plus élevées, voire même gamma, en termes de paranoïa, de combler les blancs et d'inventer des histoires en permanence. Donc, ce que nous faisons, c'est apprendre à ramener les gens hors de leur mental en utilisant leur corps et leur respiration pour reconnaître que, ah, ce n'est que de l'énergie. Je n'ai pas besoin d'inventer une histoire à ce sujet. Je peux simplement la ressentir. Et si je la ressentais, elle commencerait à remplir la fonction qui est la sienne, qui est la sienne. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous commençons à reconnaître que les énergies que nous transformions en peur, en paranoïa ou en anxiété deviennent en fait de la passion et les énergies de mouvement, de but et de ténacité. Et quand elles sont correctement canalisées, donc il s'agit vraiment d'intégration et de comprendre un peu mieux ce que cela signifie lorsque nous ressentons ces choses. Donc, tout du long, c'est vraiment utile si nous reconnaissons que le système est conçu pour, vous savez, l'innovation, la créativité et la réussite. Et nous sommes constamment et complètement soutenus dans l'expression et dans l'expérience de ces choses. Et si nous sommes déconnectés, nous en faisons quelque chose de totalement différent. Et nous nous égarons et commençons à inventer des histoires, puis à réagir à ces histoires comme si elles étaient vraies. Avant même de nous en apercevoir, nous créons une réalité fondée sur la conclusion rapide que nous n'étions pas en sécurité. Juste parce que nous ressentions ce frisson, j'utilise souvent l'exemple de, vous savez, juste avant qu'un œuf n'éclose, le poussin à l'intérieur commence à vibrer. Et pendant qu'il vibre, ce qui se passe ensuite, c'est qu'un petit bec perce la coquille et il est en train de naître dans un autre monde. Et c'est la même chose à l'intérieur de notre noyau profond, au niveau du plexus solaire, où toute notre activité mentale est en fait ancrée à un niveau énergétique.
Ça commence à trembler lorsque cette partie de notre identité personnelle et de notre pouvoir personnel cherche à émerger dans une nouvelle situation, comme une nouvelle version de nous-mêmes, dans un nouveau champ d'expression. Mais on commence à ressentir cela et on le réprime et on essaie de s'éloigner de tout ce qui me fait ressentir ça. Et donc, en réalité, nous arrivons exactement à un seuil pour passer dans une nouvelle réalité. Et puis, juste au moment où nous posons la main sur la poignée de la porte et l'ouvrons et que nous ressentons la turbulence de cette transformation, nous fermons tout et essayons de fuir et de nous en éloigner. Ou alors, nous devenons dépendants de choses qui nous empêchent de le ressentir. Tout ça parce que nous avons le récit que nous nous sommes construits autour de ce sentiment qui n'est pas du tout vrai. C'est juste l'histoire à laquelle nous avons collectivement décidé d'adhérer. Et donc, l'humanité est dans un état constant d'anxiété ou d'action basé sur la peur. Tout ça à cause d'une mauvaise interprétation de la énergie qui essaie de traverser leur système, les amenant vers des états de conscience de plus en plus élevés, des états de lucidité, des états de capacité. Et donc nous, vous savez, nous tournons simplement en rond dans l'ignorance, le manque et le désir, avec la peur de ne jamais l'obtenir. Eh bien, les gens ont un seuil très bas pour ressentir quoi que ce soit d'inconfortable ou d'incertain. C'est vrai. Ils n'ont aucune expérience pour y faire face. Ils n'ont pour la plupart connu que l'évitement. Et donc nous, vous savez, nous développons des comportements d'évitement. Ou pour le résoudre. Il y a tellement d'outils à notre disposition aujourd'hui dans la société moderne que nous pouvons exprimer tout ce que nous ressentons, même si c'est inconfortable. Je peux ajuster mon état, je peux agir sur les gens autour de moi, je peux me distraire, je peux changer quelque chose pour ne pas avoir à ressentir cela. Mon BL's Breakdown est soutenu par Storyblocks. Storyblocks est un service d'abonnement de médias de stock offrant un accès illimité à de nombreuses ressources que vous avez peut-être vues dans mon BL's Breakdown lors de nos intros. Des vidéos, images de stock, musique et effets sonores de qualité permettent aux créateurs et entreprises d'améliorer leurs projets sans frais supplémentaires, en toute tranquillité. Storyblocks offre un modèle illimité et des outils simples, simplifiant ainsi votre flux de travail créatif, contrairement aux plateformes de stock classiques. Cela a été tellement facile et très intuitif pour notre formidable équipe de monteurs de télécharger en illimité des médias variés et de haute qualité depuis Storyblocks pour un coût d'abonnement prévisible. Storyblocks a tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, des modèles vidéo 4K et HD, de la musique, des effets sonores, des images et bien plus encore. Choisissez un forfait mensuel ou annuel, sans frais cachés. Profitez d'un contenu illimité pour tester, expérimenter et créer des vidéos plus efficaces. La bibliothèque Storyblocks propose uniquement des contenus authentiques créés par des humains, issus d'expériences réelles et de créativité, sans contenu d'IA générative. Cela signifie du contenu créé par de vraies personnes, pas des robots, des humains. C'est quelque chose qui devient de plus en plus rare de nos jours. Racontez des histoires authentiques avec des séquences uniques d'artistes du monde entier grâce à Storyblocks. Chaque créateur optimise ainsi son flux de travail et gagne en moyenne 3h30 par semaine. Je pourrais profiter de ce temps. Ils offrent des milliers de modèles vidéo personnalisables prêts à monter. After Effects, Premiere, Promotion et DaVinci Resolve facilitent l'ajout d'animations graphiques comme titres animés, incrustations et animations de logos. Vous pouvez même accéder à toute la bibliothèque Storyblocks Stock directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks pour Adobe Creative Cloud. Téléchargez des médias libres de droit en illimité à prix fixe sur storyblocks.com/breakers ou cliquez sur le lien dans la description. BL's Breakdown est soutenu par Shortform. Nous vous recommandons énormément de livres, à vous, nos auditeurs géniaux, ici sur BL's Breakdown. Probablement bien plus que ce que vous avez le temps de lire, pour être honnête. Parfois, on a l'impression que c'est plus que ce que nous pouvons lire nous-mêmes. Shortform est le meilleur moyen de découvrir les idées des livres que vous souhaitez lire, grâce à des résumés puissants. Ils ne font pas que résumer, ils analysent en détail, offrant ainsi les points clés du livre de manière approfondie. La plupart des applications de résumé offrent de brefs aperçus de 10 minutes générés par l'IA, ne couvrant que la surface du livre. L'équipe de rédacteurs et d'éditeurs de Shortform crée avec expertise des analyses approfondies de tous les titres de non-fiction les plus populaires, qui incluent également des exercices interactifs pour vous aider à appliquer les idées que vous venez d'apprendre, afin que vous soyez moins susceptible d'oublier ce que vous venez de lire. Ils ajoutent des analyses pertinentes, comme relier ce que pense un auteur à propos d'un autre. Cela nous aide à comprendre les concepts en profondeur en construisant ces liens entre les idées. Nous utilisons Shortform pour revenir sur des livres évoqués dans le podcast et pas encore totalement explorés. Si un invité arrive bientôt et que cela concerne un autre livre, Shortform reste le moyen simple d'obtenir un rappel complet.
Ils proposent un large choix de genres de livres en format PDF et audio, allant de la santé et du bien-être à la productivité et à la communication. Shortform publie de nouveaux guides de livres et des articles chaque semaine. Des guides dédiés au podcast sont proposés et les abonnés votent pour les livres à traiter. De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées pour couvrir tous les médias. L'extension de navigateur Shortform IA résume tout contenu en ligne, articles ou vidéos YouTube en un clic. Une communauté permet aux lecteurs d'échanger sur le livre, fonctionnalité qu'on adore. Cela nous rappelle nos discussions d'épisodes avec la communauté sur Substack. Rendez-vous sur shortform.com/DMB pour bénéficier d'un essai gratuit de 3 mois lorsque vous vous abonnez pour 1 an en utilisant notre lien. C'est shortform.com/DMB. L'adrénaline bialique est soutenue par Helix Sleep. Comme beaucoup, je prépare mon espace pour passer plus de temps à l'intérieur avec l'arrivée du froid. Le sommeil devient encore plus important durant cette période propice au rhume et à la grippe. C'est le moment idéal pour investir dans un meilleur sommeil et un nouveau matelas. Nous sommes très heureuses d'apprendre qu'Helix continue de collaborer avec nous après tant d'années. J'avais tellement de problèmes de sommeil. Mes membres s'endormaient quand j'essayais de me retourner. J'ai mon matelas Helix depuis environ 4 ans maintenant. J'ai l'impression que ça fait presque 5 ans. Nous dormons bien mieux, sans membres engourdis. Nous recommandons vivement le quiz Helix Sleep. C'est ce que nous avons fait. Vous pouvez trouver votre matelas idéal en moins de 2 minutes. Chacun dort différemment et nous sommes sûrs qu'un matelas Helix répondra à vos positions de sommeil et préférences de confort. Je sais que vous vous demandez, moi je dors sur le côté et j'aime les matelas fermes, parce que si c'est trop mou, encore une fois, les membres peuvent s'engourdir. Moi, c'est le Midnight. Jonathan est un... Twilight. Lui, c'est plutôt le Twilight. Leur matelas avec des couches en mousse à mémoire de forme offrent un soulagement optimal de la pression et épousent notre corps là où nous en avons le plus besoin. Les propriétés rafraîchissantes du matelas Helix empêchent Jonathan de surchauffer la nuit sans qu'il en parle à tout le monde le matin. Je n'aime pas avoir trop chaud. Rendez-vous sur helixsleep.com/breakdown pour profiter de 27% de réduction sur tout le site, offre réservée aux auditeurs de MyMBalex Breakdown. Rendez-vous sur helixsleep.com/breakdown pour 27% de réduction sur tout le site. Indiquez le nom de notre émission dans le sondage après achat pour signaler que vous venez de notre part. helixsleep.com/breakdown. Quand on parle de narration, tout le monde est intrinsèquement une machine à donner du sens. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de repérer des schémas en permanence. Donc, se retirer d'une histoire est probablement l'un des aspects les plus difficiles de l'existence humaine. On invente des histoires en permanence pour nous protéger. On s'assure de ne pas toucher à cette chose qui nous a déjà fait du mal. Et puis on construit ces cartes de notre monde qui ne sont peut-être pas aussi à jour qu'elles pourraient l'être pour nous aider à avancer dans nos vies. Et donc, vous savez, je pense que beaucoup de gens sont confus parce qu'ils se disent « mon intuition me dit » ou « mes sentiments me disent que quelque chose est dangereux ». Comment puis-je savoir si c'est réel ou comment puis-je savoir si cela me retient de m'ouvrir à une meilleure phase de ma vie, à la prochaine étape, à briser cette coquille, à la prochaine façon dont le monde pourrait s'ouvrir à moi. Oui, nous sommes donc obsédés par la création de compétences d'adaptation, de mécanismes d'adaptation et par la recherche d'un moyen de trouver la sécurité. Et je dis souvent aux gens que la sécurité n'est pas un objectif suffisant pour vous, parce que si vous compreniez l'univers, son fonctionnement, sa structure et ce qui se passe réellement ici, cela vous amènerait même dans ce corps, dans cette existence. Vous reconnaîtriez qu'il n'y a qu'une seule chose qui se passe ici, et c'est cette véritable énergie source qui se déploie. Et elle n'est pas là pour vous nuire, elle est là pour vous permettre de vous épanouir. Et donc, nous avons créé un royaume, un monde de dualité. Nous le percevons de façon dualiste. À l'intérieur de toute réalité dualiste, il y a de bonnes et de moins bonnes choses. Et donc, nous voulons éviter les choses moins bonnes et seulement, vous savez, aller vers les bonnes choses. Et tout le temps, nous espérons secrètement l'unité, mais nous recréons constamment, vous savez, la dualité chaque fois que nous choisissons la sécurité. Et donc, j'en suis profondément convaincu, et j'ai certainement pu l'observer au cours des 40 dernières années à travailler sur ce sujet, qu'une fois que nous décidons, une fois que nous choisissons, que l'univers est de mon côté, que ce qui se déroule ici est pour mon plus grand bien, si je reste simplement ancré et que je permets que cela soit au service du déploiement de la vie que je suis censé vivre. Les gens sont tellement habitués à vivre dans leur tête qu'ils dépendent de leurs histoires, croyances ou perspectives. Pour, vous savez, comme vous dites,
pour s'appuyer dessus pour avoir une vie synchronisée ou pour une vie ancrée ou quelque chose qui me permet de sentir si je vais survivre ou si je suis en danger, etc. Nous nous fions à l'histoire qui est inventée par le corps mental, qui n'est pas dans le corps physique à proprement parler. Nous savons que la conscience est en réalité en dehors de notre forme physique et qu'elle est ancrée à différents endroits et de différentes manières à l'intérieur de notre forme physique. Mais le point essentiel, je pense, pour nous, c'est de ne plus dépendre de ces croyances pour un sentiment d'identité, un sentiment de bien-être et donc, par conséquent, un sentiment d'opportunité, de créativité, d'innovation et la capacité de créer une vie que je désire vraiment. Donc, au lieu de s'accrocher à nos histoires, ce que j'enseigne aux gens, c'est de lâcher prise sur l'histoire et de se permettre d'être ancré dans le corps plutôt que dans l'histoire. Parce que l'histoire est un peu plus lourde que d'être simplement présent, disponible et créatif. Donc, on se répète sans cesse la même chose et cela commence à créer une certaine densité dans le champ autour du corps physique, ce qui donne une fausse impression de stabilité. Cette histoire et le fait de s'y accrocher, c'est ce que nous faisons pour pouvoir maintenir une existence ici, être fonctionnel, nous lever et faire nos activités, et avoir une quelconque force vitale derrière les décisions que nous prenons et la vie que nous essayons de mener. Et donc, l'idée de lâcher prise sur mon histoire plongerait quelqu'un dans, vous savez, une expansion bien trop grande. Et personne ne se sent à l'aise de faire ça jusqu'à ce qu'il réalise qu'il existe autre chose à quoi s'ancrer. Je n'aurais pas besoin de m'accrocher à mes histoires et à mes croyances si j'étais ancré à autre chose, quelque chose d'aussi important ou même de bien plus grand en termes de stabilité. Et donc, c'est ce que je montre aux gens. Si vous ancrez votre conscience au centre de votre corps et que vous commencez vraiment à permettre à ces petits paquets d'énergie appelés photons, qui sont ce qu'est la conscience lorsqu'elle se solidifie en matière physique. Nous intégrons ces photons plus profondément en nous au lieu qu'ils restent dans le champ. Ils se rassemblent vers un point d'ancrage si vous voulez, au niveau du canal central profond, le canal central de notre corps. Et une fois que nous commençons, vous savez, à réaliser comment l'énergie circule, comment elle prend naissance et comment elle s'exprime, ici, dans la dimension physique, nous découvrons ce qu'on appelle une forme de champ torique qui possède un canal central en son milieu, ce que les cultures anciennes appelaient la Shishumna dans l'Inde ancienne et dans l'Égypte ancienne. Même avant cela, ce fleuve de la vie. Et donc, ce que nous faisons, c'est commencer à entrer en contact avec cet état véritable qui est solide, présent, intemporel, qui a toujours existé et existera toujours. Et plus nous nous accordons à cette station de radio, plus nous commençons à lui permettre de s'animer. Et plus elle s'anime, moins l'esprit pensant et analytique doit s'activer pour générer ce sentiment de bien-être ou ce que nous aurions appelé la sécurité. Et donc, à mesure que nous entrons dans cet espace, nous commençons à pouvoir maintenir un état de bien-être assez longtemps pour que nous puissions réellement changer la fréquence à laquelle nous sommes accordés, à laquelle nous avons une affinité parmi les différentes stations de radio que nous pouvons capter. Il devient plus logique de faire confiance. Cela commence à avoir plus de sens de commencer à se demander « Qui serais-je si je n'avais pas peur? Qui serais-je si j'étais en sécurité et que cette sécurité ne disparaissait jamais? Alors que ferais-je de mon esprit? Alors à quoi penserais-je? Qu'imaginerais-je? Et pourquoi passerais-je à l'action? » Parce qu'une fois que nous commençons à nous orienter vers cette version de nous-mêmes, nous commençons à guérir à tous les niveaux, parce que nous ne passons pas en mode de lutte ou de fuite, et à déréguler le système nerveux et à changer constamment la chimie de notre corps, ce qui nous amène ensuite à nous rattacher à l'histoire de « je savais que je n'étais pas en sécurité, que ça allait arriver ainsi », et on confirme sans cesse nos pires peurs. À quel point est-il fréquent que les gens se retrouvent pris dans le cycle du « je savais que ça allait mal tourner, donc voilà, regarde, je me le suis prouvé à moi-même », ces prophéties autoréalisatrices et cette dérégulation de leur corps. Les gens passent plus que jamais énormément de temps en ligne. Nous consommons une quantité énorme de contenu numérique.
Nous nous laissons porter par ce que chacune de ces vidéos nous montre, tout en interagissant avec énormément de personnes dans nos vies, avec les malentendus par message ou quoi que ce soit d'autre. Et on suppose simplement que les sensations physiques que nous ressentons et l'expérience que nous vivons dans notre corps sont simplement normales, n'est-ce pas? Mais tu présentes une autre façon d'être qui, pour certains, peut sembler presque inatteignable parce qu'ils se disent « Oh, je dois me retirer de la société pour ne pas porter les vagues de ces influences qui m'affectent. » Donc, j'espère que tu peux simplement expliquer à quel point il est normal que nos systèmes soient sollicités d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Donc, le rôle du subconscient, c'est de nous protéger. Et donc, tout ce qui est stocké dans la mémoire subconsciente va être utilisé en quelque sorte comme une liste de contrôle pour voir à quel point je suis en sécurité aujourd'hui. Donc, si j'ai des informations stockées au niveau du subconscient dans mon système, basées sur des expériences passées ou sur, vous savez, nos plus grandes peurs que nous avons craint assez longtemps pour que cette information commence à être stockée dans le subconscient, parce que l'information se stocke dans le subconscient, soit par un événement intense, soit par un petit événement sur une période suffisamment longue. Ainsi, si je m'inquiète constamment, mon subconscient croit que c'est justifié, car cela devient ma norme. C'est ce que j'ai établi, vous savez, au fil des années, depuis que j'avais 5 ans, puis 15, puis 25, 35, etc., sur une longue période de temps. C'est maintenant ancré dans le subconscient et la mémoire subconsciente vibre, si vous voulez, à cette fréquence particulière, disons sur une échelle de 1 à 10. C'est tout en bas ici, à 3, parce que je restreins constamment ma vie à cause de tout ce que je crois devoir craindre. Vous savez, l'autre personne qui a peut-être vécu une expérience intense, peut-être qu'elle a été maltraitée, peut-être qu'elle a été abandonnée, peut-être que c'était, vous savez, une combinaison de ces choses. Ils ont vécu une expérience intense qui s'est aussi inscrite dans le subconscient. Et à ce niveau subconscient, nous sommes guidés dans nos vies par notre subconscient en essayant de devenir conscients. C'est ce que nous faisons ici. Ainsi, si mon subconscient me guide et que ma mémoire subconsciente est remplie de pensées comme « ce n'est pas juste, ce n'est pas sûr, ils ne t'écouteront jamais, tu n'es pas assez bien, pourquoi essayer, tu vas encore souffrir ». Tout cela, le subconscient essaie en fait toujours de te protéger. Et donc, il reste en mode survie jusqu'à ce qu'on commence à le réorganiser, assez pour que nous ne soyons plus dans cette fréquence vibratoire basse. Nous commençons à élever nos souvenirs, la qualité de nos souvenirs, basée sur quelque chose que j'enseigne aux gens à faire, c'est-à-dire développer les circuits de l'innovation et du renouveau, si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas de se retirer de la société pour être en sécurité assez longtemps afin de commencer à guérir. Il s'agit d'interpréter ce qui se passe dans la société sous un autre angle. Il s'agit d'y entrer en sachant qu'il y a un certain bénéfice ici. Il y a quelque chose que je percevais mal auparavant. Et si j'apprends à développer plus de connexions pour pouvoir percevoir les choses d'un point de vue plus élevé, comme une vue d'ensemble, je pourrais voir un contexte plus large de ce qui se passe ici. Et je pourrais alors rester une influence stable en entrant dans la société, au lieu d'être simplement une autre personne qui entre dans la société, se laisse entraîner par l'histoire et réagit émotionnellement, au lieu de l'utiliser à notre avantage. Ce qui est une opportunité, une invitation à s'éveiller à une version plus élevée de nous-mêmes, plutôt que de rester coincé dans les réactions de lutte ou de fuite. Et réagir véritablement au monde extérieur au lieu d'être une influence créative dans le monde extérieur, afin d'apporter réellement plus de stabilité à tout le spectre de la conscience humaine. Nous entendons souvent parler de traduction entre disciplines. Et je pense qu'un terme qui serait utile à traduire dans ce contexte est le terme fréquence. Nous avons entendu de la part de psychologues cliniciens que lorsque nous sommes dans un état où nous croyons que rien ne va marcher, où nous dramatisons, où nous avons une pensée très binaire, cela modifie la neurochimie du cerveau. Nous voyons alors moins d'opportunités. Nous revenons à adopter des extrêmes, à avoir un biais négatif, à penser de façon catastrophique. Personnellement, je suis un champion du monde de l'inquiétude. Je peux trouver toutes les raisons liant cette chose à une autre, menant à une catastrophe, et suivre ce chemin jusqu'au bout. Et
Et Maïm m'a fait remarquer à de nombreuses reprises que cette façon de penser n'est peut-être pas exacte, même si elle me semble tellement exacte. J'ai toutes les raisons qui justifient ma façon de penser, à cause de mon histoire et de la manière dont j'analyse une situation, je vais chercher des données pour prouver que c'est possible. Ce qui a vraiment changé pour moi, c'est quand je me suis dit que je n'avais pas besoin d'arrêter cette partie de mon cerveau. J'ai juste besoin de prendre assez de recul et d'effleurer l'idée qu'il pourrait y avoir une alternative que je ne vois pas encore. Et si je crois que l'univers est de mon côté, ce qui, je pense, est un grand pas pour beaucoup de gens, cette idée qu'il existe une force qui veut le meilleur pour nous. Appelez-le l'univers, appelez-le une conscience supérieure, appelez-le Dieu, appelez-le la nature d'une certaine manière, et que les choses ne sont pas seulement du chaos et que je ne suis pas destiné uniquement à souffrir. Si nous pouvons adopter un cadre différent, même si ce n'est que pour faire une pause assez longtemps, pour dire qu'il y a peut-être autre chose qui s'offre à nous, nous avons vu que de nombreux psychologues cliniciens disent que cela modifie suffisamment notre cerveau pour que nous soyons créatifs. Donc quand je vous entends parler de fréquence et de basse fréquence, je peux l'associer à ces schémas de pensée, pensée catastrophique, pensée en noir et blanc, pensée absolue, que la vie ne sera que d'une certaine manière que je peux imaginer et risque de pencher vers le pire. En augmentant la fréquence, nous élargissons les possibilités, comme d'autres pourraient le dire. Nous nous ouvrons suffisamment pour qu'il puisse y avoir autre chose pour moi que je n'ai pas encore imaginé et qui semble plus léger, plus ouvert. Est-ce comme ça que tu l'imagines? Oui, donc si tu penses au pire des scénarios et tu sais que tu calcules tous les risques possibles et tu sais que tu fais tout ça et que tu entres dans ce monde-là, ton cerveau commence à fonctionner, ce qu'on peut mesurer en réaction à ta conscience qui est dirigée vers les pires scénarios. L'onde cérébrale qui va nous revenir est très rapide. Et lorsque tu diriges ton attention vers la possibilité, ou lorsque tu diriges ton attention vers le cœur, ou lorsque tu diriges ton attention vers le corps, physiquement, ce qui commence à se produire, c'est que cette onde cérébrale rapide commence à passer en fréquence alpha, où il y a plus d'espace entre le sommet et le creux de l'onde. Et dans cet espace, nous permettons à la présence d'entrer dans l'instant. Et dans ce moment d'espace et de présence, ce qui va se révéler à nous, c'est, vous savez, une conclusion différente à la même situation. Nous serons ouverts à la possibilité. Nous serons ouverts à l'amour. Nous serons ouverts à créer ou à prendre soin de quelque chose de meilleur que simplement se défendre contre le pire des scénarios. Alors, ce que les gens font, c'est qu'ils essaient de résoudre le problème de l'esprit avec l'esprit. Et l'esprit est en fait conçu, vous savez, pour servir quelque chose de plus grand que lui-même. Ce n'est pas une entité autonome, il n'est pas complet en lui-même, il fait partie d'un tout. Et donc, lorsque nous nous identifions à l'esprit, ce qui est le cas de la majorité des personnes que nous allons croiser aujourd'hui, elles s'identifient à l'esprit. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées, ils pensent que ce qu'ils pensent est vrai et ils agissent comme si c'était le cas. Et donc, tu sais, l'une des choses que nous devons faire, c'est d'apprendre aux gens à ne pas croire toutes leurs pensées et à, tu vois, s'en détacher. Ainsi, ils peuvent commencer à avoir un peu d'espace ici pour prendre de meilleures décisions que ce que leur esprit répétitif et analytique va, tu sais, nous pousser à faire comme moyen de survie. Tout le monde sait combien j'aime mes chats et que je ferai tout pour eux, même des choses que d'autres ont du mal à croire. Un message rapide de la part du sponsor d'aujourd'hui, le programme d'assurance santé animale de la SPCA. Votre animal fait partie de la famille, et vous aussi. Vous feriez n'importe quoi pour lui, n'est-ce pas? Mais ces factures chez le vétérinaire, ouf, elles peuvent s'accumuler plus vite qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi ça vaut la peine de jeter un œil à l'assurance santé animale de la SPCA. L'assurance pour animaux peut vous aider à gérer les factures du vétérinaire afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, les câlins et la mignonnerie.
Aussi, voici un petit bonus. Il y a un avantage à s'inscrire. Lorsque vous souscrivez à un plan d'assurance santé animale de la SPCA, vous pouvez recevoir une carte cadeau Amazon d'1 $. Une petite récompense pendant que vous prenez soin de votre animal. Le programme propose des formules personnalisables pour accidents et maladies, facilitant l'accès aux soins. Il existe depuis près de 20 ans. Ils ont protégé près d'1 million d'animaux. Adaptez votre formule à votre budget, à votre mode de vie et aux particularités de votre animal, car les grosses factures vétérinaires tombent toujours au mauvais moment. Pour découvrir les options de couverture, rendez-vous sur aspca-peutinsurance.com/break. C'est bien aspca-peutinsurance.com/break. Des restrictions d'éligibilité s'appliquent. Rendez-vous sur aspca-peutinsurance.com/Amazon Terms pour plus d'informations. La Dream Bialik est soutenue par BetterHelp. Ressentez-vous déjà le stress des fêtes? Je sais que c'est mon cas. La bonne nouvelle, c'est que la thérapie peut vous offrir un espace pour créer de nouvelles traditions qui ont du sens, en vous apportant de la clarté au milieu de tout ce chaos des fêtes. Les fêtes sont une période de tradition, et certaines personnes en ont beaucoup dans leur famille, d'autres n'en ont aucune, ou peut-être qu'elles commencent tout juste à créer les leurs. C'est le moment de réfléchir à ce que les traditions représentent pour vous ou de vous les approprier, comme créer une nouvelle recette de chocolat chaud avec les enfants ou perpétuer la tradition de la tarte à la patate douce de votre grande-tante. Inclure la thérapie dans vos traditions, nouvelles ou existantes, peut vous permettre de prendre du temps pour vous durant cette période souvent joyeuse, mais aussi mouvementée, voire solitaire pour certains. Ma tradition favorite pendant les fêtes, c'est de ne jamais manquer mes séances de thérapie. Beaucoup pensent « je suis trop occupée, j'annule ». Mais c'est justement le moment d'être encore plus assidu. Tu es vraiment impressionnante parce que tu bloques carrément un créneau horaire et tu dis « Bon, tout le monde, je ne suis pas disponible, on se voit l'après ». C'est ça. Prenez tout le dessert, je pars à ma séance de thérapie. Il faut prendre soin de soi pendant les fêtes. BetterHelp, la thérapie en ligne, est une excellente façon de finir l'année avec clarté, pas dans le chaos. Leurs thérapeutes, agréés aux États-Unis, suivent un code de conduite strict. Un bref questionnaire identifie vos besoins et préférences. Et leurs plus de 12 ans d'expérience ainsi que leur taux de satisfaction de jumelage, qui est parmi les meilleurs du secteur, signifie qu'ils trouvent généralement la bonne personne dès la première fois. Si la personne qui vous a été proposée ne vous convient pas, vous pouvez changer de thérapeute à tout moment parmi plus de 30 000 thérapeutes sur BetterHelp, l'une des plus grandes plateformes de thérapie en ligne au monde, qui a aidé plus de 5 millions de personnes dans le monde. En décembre, lancez une nouvelle tradition en prenant soin de vous. Nos auditeurs ont 10% de réduction sur betterhelp.com/break. C'est betterhelp.com/break. Donc, ce que nous devons faire, et tu l'as compris en disant je dois simplement renforcer une partie de moi qui n'a pas peur, qui ne s'inquiète pas, qui n'est pas comme ça. Je n'ai pas besoin d'exciser mon esprit et de m'en débarrasser. Je dois simplement cultiver une autre version, une autre partie de mon esprit, qui est, par exemple, l'esprit témoin-observateur. Et ainsi, cette vague commence à s'ouvrir et il y a plus d'espace dans ma vie, dans l'instant présent. Dans cet espace, je tirerai une conclusion ou entreprendrai une action différente. Je ne réfléchirai peut-être même pas à ce que je vais faire, mais je me permettrai d'agir dans le sens de ce que je veux vraiment voir se produire. Les gens finissent par se dire « je ne sais pas, je n'y arrive plus, je vais juste le faire ». Et à ce moment-là, l'univers, s'il avait une opinion, dirait « ouais, enfin, tu agis simplement en fonction de ce qui est vrai pour toi, de ce que tu désires vraiment, même si c'est potentiellement dangereux ou que tu ne sais pas, que tu fais des stratégies, que tu en as parlé à 6 amis. » Tout cela est simplement mis de côté et autre chose prend le dessus. Et cette chose n'est pas l'esprit analytique. C'est de plus en plus proche de ton centre profond, là d'où l'esprit est censé fonctionner depuis le début, parce que l'esprit est conçu pour servir quelque chose de plus grand que lui-même. Cette chose qui est plus grande que lui-même, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi. Donc, c'est comme cette présence pleine d'âme où ce qui doit être observé, ce soi authentique, le vrai soi, celui qui existait avant que nous ayons vécu l'histoire de nos vies. Et nous avons tiré ces conclusions, puis développé une opinion sur qui nous sommes et comment naviguer dans la vie pour obtenir les meilleurs résultats. Il y avait une version de nous qui était fraîche, brute et prête, qui existait entière et complète dès notre arrivée et qui est toujours là. Mais nous nous sommes écrasés en atterrissant et nous avons dispersé l'esprit, le corps et le souffle dans différentes directions. Et nous nous sommes relevés de cet écrasement attaché à l'esprit. Et donc, nous pensons que c'est ce que nous sommes, parce que c'était la chose la plus capable de nous permettre de prendre des décisions, de nous mettre en sécurité, de comprendre comment plaire aux grandes personnes pour qu'elles prennent soin de nous et tout ça. Ce n'est pas ce que nous sommes, juste notre façon de fonctionner.
La vérité de qui nous sommes réside lorsque cet esprit, ce corps et cette respiration, vous savez, se réunissent à nouveau et que notre fréquence vibratoire, notre vibration énergétique change parce que nous sommes rassemblés et entiers. Et ainsi, nous nous rapprochons de plus en plus de cette fréquence alpha, par exemple, parce que la nature fonctionne ainsi. Notre vraie nature, c'est cela. Donc, nous méditons pour nous amener en dessous de la fréquence alpha parce que nous avons l'habitude de fonctionner au-dessus et ça fait tellement de bien de, oh, avoir un petit répit pour ceux qui peuvent méditer. Certaines personnes sont bloquées et bien que la méditation semble géniale, elles n'y parviennent pas jusqu'à ce qu'elles y arrivent, jusqu'à ce qu'elles apprennent comment ce qu'elles peuvent apprendre à amener cet espace entre leurs pensées afin que cette présence qui est ce qui a construit le corps, c'est ce qui a construit le cerveau, c'est ce qui a construit le système nerveux et tous les autres composants de notre physicalité. Cette version de nous, vous savez, c'est ce qui est ici pour vivre une vie. Elle ne vit jamais cette vie car elle a été marginalisée, tandis que nous sommes occupés à nous identifier à l'esprit, à nous mettre en sécurité et à tout comprendre. Quand on fonctionne de cette façon pendant assez longtemps, on commence à en ressentir les conséquences. On commence à stresser, puis on commence à chercher de l'aide. Puis on commence à se rendre compte, oh, mon esprit est en train de me rendre fou. Et ensuite, ce que tu dis, c'est l'étape suivante. Les gens réalisent, oh, je n'ai pas besoin de maltraiter mon esprit pour tout ce qu'il fait. Il fait simplement ce qu'il pense devoir faire. Je dois renouer avec moi-même pour que mon esprit adopte une nouvelle perspective et puisse contribuer à quelque chose de plus grand, car on lui demande de faire ce pourquoi il n'a jamais été conçu. On lui demande de diriger nos vies. Ce n'était pas son rôle. Il était censé servir l'âme qui sait pourquoi elle est venue, qui connaît le but et qui sait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais comme ils fonctionnent comme deux entités distinctes et séparées, l'esprit s'agite dans tous les sens et il panique parce qu'il n'est pas équipé pour faire ce qu'on lui demande de faire. Mais lorsque nous le ramenons vers le corps et que nous commençons à ressentir, à percevoir et à apprendre le langage de la présence de l'âme, où ce soit authentique, le vrai soi, l'être énergétique, l'être quantique, tout cela est l'expression de cette source divine à laquelle vous faisiez référence, Dieu, la source, l'intelligence universelle, le grand tout. Lorsque ces éléments reviennent et recommencent à travailler ensemble, quelque chose de différent se produit, quelque chose de profondément différent se produit. Nous entrons dans une version différente de nous-mêmes parce que nous ne sommes plus guidés par la peur. En fait, nous abordons la vie en sachant que nous sommes capables parce que nous sommes plus que ce que nous pensions être. Mais cela demande un peu d'expérience de cela pour que les gens sachent même que cela existe comme objectif vers lequel commencer à travailler ou avec lequel travailler et finalement devenir cette version de nous-mêmes. Eh bien, il semble que ce soit justement le défi alors de sortir de l'esprit qui dirige tout. Et comment pouvons-nous entrer en contact avec l'âme? Oui, donc l'une des premières méthodes que j'ai trouvées efficaces pour cela, c'est qu'il faut ramener l'esprit à son état naturel, à la fréquence alpha, en portant l'attention de l'esprit sur le corps physique. La matière physique vibre dans ce domaine-là. Un arbre dehors ne se demande pas s'il devrait être un arbre ou non, s'il est un bon arbre ou non, s'il aurait dû être un pin ou avoir les belles couleurs des arbres qui perdent leurs feuilles. Il ne fait pas ça. Il se contente d'être un arbre. Et donc, il vibre à une fréquence alpha. Il est ce qu'il est. Et donc, quand on ramène l'esprit vers le corps plus souvent et qu'on l'ancre là, j'enseigne aux gens les points d'ancrage le long de ce canal central dont je parlais, parce que cette force vitale circule vraiment à travers le corps physique de cette manière. C'est connu depuis des milliers d'années. Et le fait que nous n'en sachions rien dans nos cultures m'étonne, que nous soyons à ce point inconscients du fait que l'esprit, le corps et la respiration servent davantage et sont mieux équipés que l'esprit seul. Bien sûr que c'est le cas. Ensemble, nous sommes toujours plus. Vous savez, l'intensité et l'ampleur de cela, je devrais dire, sont assez évidentes. En focalisant l'esprit sur le corps, nous créons un espace et une fréquence alpha, offrant ainsi une certaine marge de manœuvre. Pensez-y de cette façon. L'âme parle au corps, le corps parle à l'esprit, et l'esprit n'écoute pas. L'esprit invente sans cesse des histoires sur le fait que nous sommes en danger, la gravité de la situation, et se raconte ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce qu'on va faire, et tout le reste. Et donc, si on arrive simplement à amener l'esprit à écouter ce que dit le corps à propos de ce langage de l'âme qui essaie d'émerger,
Si on le dirige dans l'autre sens, c'est naturellement là. Donc on commence à ressentir, et tout le monde a déjà ressenti cela. On a tous déjà vécu une conversation où un sujet surgit et tout à coup, on a une boule au ventre. Ou bien ils entrent dans l'épicerie et voient quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps et avec qui ils ont eu une rencontre il y a des années. Et tout à coup, leur poitrine se serre, leur gorge se noue ou ils ont un mal de tête instantané. Et ce langage s'exprime depuis toujours. On se dit juste, j'ai mal au ventre parce que j'ai vu cette personne, ça recommence. Et on n'en tient pas compte. On ne fait pas le lien sans réaliser que mon corps vient de me révéler que j'ai quelque chose d'inachevé ici. Mon corps vient de me révéler que j'ai peur de cette situation parce que rien qu'en l'apercevant, j'ai ressenti ça. Ce langage a commencé à s'exprimer. Le soi profond, vous savez, donnait ce genre d'informations, si vous voulez, d'une manière indéniable. Nous ne nous sommes jamais demandé ce que cela signifie, ni d'où cela vient. Que se passe-t-il vraiment en nous? Au-delà de la neurochimie qui, vous savez, entre en jeu, il y a un blocage énergétique. Il y a une interruption énergétique dans le flux naturel de votre système qui se produit pour une raison. Et c'est mentalement et émotionnellement provoqué. C'est l'histoire qui en est la cause. Cela vient de notre manière d'interpréter les choses, du sens qu'on leur attribue, même inconsciemment. Peut-être avez-vous eu cette rencontre il y a 30 ans et vous n'y pensez plus consciemment. Mais si c'était assez important, cela a eu un impact et c'est allé se stocker dans la mémoire à ce niveau subconscient. Et c'est ce que cela diffuse dans le système en permanence. Chaque fois que vous vous approchez de quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce que vous avez vécu comme expérience, alors comment commencer à inverser tout cela? Nous commençons à utiliser ce système d'alerte justement à notre avantage. Nous le prenons, nous l'écoutons, nous le respectons et nous en faisons quelque chose. Et c'est justement ce que j'apprends aux gens à faire. Au lieu de dire pourquoi ça me dérange, pourquoi ça m'agace autant, pourquoi ça me fait flipper, au lieu de demander pourquoi, je suis j'apprends aux gens à demander où dans votre corps, précisément, vous ressentez l'impact de ce moment, de cette pensée, de cette situation ou de ces personnes. Et cela vous montrera à chaque fois pourquoi. Et cela vous le montrera en sachant où, et cela vous montrera ce qui se passe. Parce que si cela vous affecte au bas du ventre, cela signifie une chose. Si cela vous affecte au niveau du plexus solaire, cela signifie autre chose. Si cela vous affecte au niveau du cœur, de la gorge, au centre du cerveau, le long de la colonne vertébrale, aux épaules, il y a un langage qui s'exprime et qui est essentiellement lié à des niveaux de conscience empilés selon leurs vibrations. Les niveaux de conscience vibrent différemment et possèdent des fréquences distinctes que nous pouvons mesurer. Donc, votre enracinement dans le corps, votre enracinement est une fréquence alpha très solide. C'est le chakra racine, c'est la conscience racine, c'est ce sentiment d'appartenance. Je sais que c'est mon truc et que je suis ici pour créer. Et le suivant, c'est est-ce que je peux m'en souvenir pendant que j'interagis avec d'autres personnes et les circonstances de la vie, ainsi que cette sagesse et cette capacité relationnelle créative? Est-ce que je peux garder ma conscience que je suis ici, entier, plein et complet? Et ensuite, il y a mon identité personnelle. Si je pense que je suis un être humain basé sur la survie et les 5 sens, je vais avoir une expérience de vie limitée. Mais si je me connais comme un être d'énergie, un soi quantique, qui est ici de manière multidimensionnelle en tant que créateur dans ma vie, les choses commencent à vibrer différemment. Je commence à traduire, interpréter, penser et réagir différemment, devenant innovant et leader si je sais qui je suis à ce niveau de conscience. Je ne vais pas tous les détailler. Non, continue à tous les passer en revue, s'il te plaît. On est au cœur. D'accord, c'est le principal, non? Donc, dans l'espace du cœur, je sais que je suis l'amour compressé dans une forme, parce que lorsque le champ unifié commence à se comprimer vers la forme physique, comme on l'a dit, toute matière physique est de l'énergie compressée. Nous traversons une série de compressions pour arriver ici, mais la toute première compression qui se produit est une fréquence vibratoire que nous appelons l'amour. L'amour est généré, donc tout ce qui est généré après cela est en fait basé sur l'amour. Je ne parle pas d'amour romantique, ni de je t'aime, est-ce que tu m'aimes, ni de quelque chose servant à négocier. Ce n'est pas cela. C'est une réalité, un domaine, un aspect même de la vie. C'est la force créatrice.
Pensez-y comme à la beauté que nous ressentons lorsque nous regardons la lumière danser à la surface de l'eau et le vent la fait simplement frissonner, ou cette brise qui fait bruisser les feuilles, ou simplement l'idée de regarder la rosée sur l'herbe le matin, ou ce que vous ressentez lorsque vous regardez dans les yeux d'un nourrisson, ou que vous établissez un contact visuel ou un lien de cœur à cœur avec une personne. Il y a quelque chose de plus que ce qui peut être expliqué logiquement. C'est tout simplement précieux et magnifique. C'est ce à quoi nous aspirons tous, car c'est notre nature, mais nous n'y sommes pas connectés. Nous le cherchons à l'extérieur, alors qu'en fait, nous en sommes faits. Nous n'avons juste pas appris à utiliser notre esprit pour le percevoir. C'est l'espace du cœur, puis de la gorge. Ce niveau de conscience est, tu sais, basé sur ce à quoi nous sommes parvenus en ce moment, de manière intégrée. Ma zone de la gorge serait un niveau de conscience qui me permet de manifester ce que je sais être vrai. Je pense à quelque chose et je suis dans un état d'abondance. Et au fur et à mesure que j'y pense, des gens apparaissent pour m'aider à manifester cette chose, ou cela se produit juste au moment où j'y pense. Voilà, le téléphone sonne et c'est la personne qui est en fait la solution, pas le problème, et ainsi de suite. Le niveau de conscience suivant, c'est toi, là où se trouve le troisième œil, la glande pinéale et les substances chimiques liées à son ouverture. Ce n'est une bonne chose que s'il y a de la stabilité, et à mesure que nous construisons cette stabilité et que cela se produit, nous commençons à voir, ressentir et percevoir notre multidimensionnalité. Pour certaines personnes, cela pourrait ressembler à une expérience chamanique. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'expériences méditatives. Pour d'autres encore, ce ne sont que des prises de conscience, des révélations et ainsi de suite. Il y a beaucoup à dire dans ce domaine, dans ces domaines, mais c'est un niveau de conscience que nous pouvons atteindre si nous intégrons ce qui se trouve en dessous. Et puis, le chakra couronne concerne entièrement, vous savez, notre identité complète en tant qu'énergie source. Au départ, on l'appellerait notre connexion à Dieu ou au divin ou au champ unifié ou peu importe comment on l'appelle. Mais au final, si nous savons vraiment qui nous sommes faits de cette substance. Donc, il ne s'agit pas de notre connexion à cela, mais de notre souvenir de notre véritable nature. Cela veut-il dire que nous sommes faits de cette substance divine? Et puis, il y a 5 autres niveaux de conscience que j'enseigne régulièrement, qui sont les chakras 8, 9, 10, 11 et 12. Je ne connais pas ces chakras-là. Je sais que les gens ne les connaissent pas. Ensuite, nous devons agir. Tu les connais après le chakra couronne. Je ne sais pas si j'ai des noms pour eux, mais c'est similaire à ce que nous avons fait hier sur Substack avec notre communauté, où nous avons fait une méditation, où Maïm et moi avons exploré comment déplacer sa conscience au-delà de son mental et comment l'élever pour voir d'un point de vue différent et se connecter à autre chose. Que se passe-t-il au-dessus du chakra couronne? Le 8e chakra est situé à environ 60 centimètres au-dessus de la tête. C'est la conscience d'une identité entière, d'un plan pour votre vie, d'une structure pour votre vie. C'est considéré comme la mission de vie et c'est un état de révélation. Donc, quand on s'éveille à ce niveau au-dessus de la tête, ce qui se passe, c'est on a des révélations. Nous avons l'idée de nous éveiller à une autre version de la vie qui est en dehors du mental. C'est pourquoi nous sommes tellement attirés par cela dans un état méditatif, parce que cela nous élève et nous sort de tout ce monde dans lequel nous sommes piégés. C'est à ce niveau des chakras 1 à 7, même si c'est un monde magnifique, lorsque nous connaissons même l'existence de ces niveaux de conscience et des centres de chakras, etc. Il y a tout un nouveau monde qui s'offre à nous lorsque nous commençons à nous engager dans cette voie. Et ainsi, nous voyons la bénédiction de la vie, si vous voulez. Nous voyons qu'il y a une raison à tout ce qui se passe et nous voulons en fait que cela arrive, afin que nous puissions nous éveiller encore plus. Nous utilisons la vie pour nous éveiller. Et donc ça, c'est le chakra 8 et le chakra 9, là-haut. C'est vraiment un but de l'âme qui est, vous savez, des états encore plus élevés de aha ou de réalisation. Et puis, il y a un chakra 10 qui est en fait profondément dans la terre, en dessous. Là où nous existons dans notre anatomie invisible, c'est en quelque sorte le chakra racine de notre anatomie invisible, c'est-à-dire les états de conscience qui existent au-delà du domaine physique. Ces niveaux de conscience vibrent à une fréquence telle qu'ils ne peuvent pas exister dans la dimension physique. Ils ont une vibration plus élevée que ce qui peut être contenu dans le corps, mais ils sont mesurables. Et ils sont là, présents, pour soutenir ces chakras du 1er au 7e, afin qu'ils puissent guérir, s'harmoniser et s'éveiller.
Et cela est enraciné. Cela porte en quelque sorte l'énergie de ta destinée divine, de ton véritable état. Qu'est-ce qui est inévitable pour toi? C'est comme la version terrestre de ton propre soi supérieur. Et là-dedans, tu sais, il y a une connaissance profonde, une sagesse profonde et un amour que j'appelle, tu sais, un amour plus grand. C'est cela qui porte tout ça. Pense à Mère Nature et à la façon dont elle maintient l'espace pour toute la vie. Pense à la lave en fusion. D'accord, faisons ça. Pense à la lave en fusion au centre de la Terre. Il n'y a rien que tu pourrais jeter dans la lave au centre de la Terre qui ne serait pas consumé et transformé en lave. Elle embrasse tout, elle ne rejette rien. Et donc, il y a une version de nous qui est tellement présente qu'elle ne rejette rien, parce qu'il ne s'agit pas de trier pour se sentir en sécurité, il s'agit d'embrasser ce qui est. Et si les gens commencent à respirer avec ce centre d'énergie qui va dans la terre depuis l'endroit où ils sont assis, à 2 pieds ou plus bas, cela commence à prendre la qualité de cette lave en fusion. Un amour plus grand, si vous voulez. C'est comme si je disais, je vais être présent à tout, je vais apprendre de tout, je vais l'accueillir et devenir curieux. Parce que si je n'ai pas peur, je vais être curieux. Donc, en devenant curieux, j'aurai moins peur. C'est simplement notre vraie nature. Donc, c'est un état de conscience qui nous permet, en tant que créateur de notre vie, de devenir réellement efficace comme créateur de notre vie. Quand je n'ai pas peur, je suis vraiment, disons, dans un profond ancrage. Et quand je suis super ancré, je vais être disponible. Je suis disponible. Je ne cherche pas la sécurité, la survie, à rivaliser ou à me comparer, ou toutes ces choses qu'on fait quand on n'est pas ancré et solidement présent ici. Et puis le 11e chakra, les chakras 11 et 12. J'aime bien les enseigner dans l'ordre inverse parce que le 12e, c'est la présence de ton être. C'est ça, c'est le soi divin ou le soi supérieur. Beaucoup de gens disent mon soi supérieur m'a dit ou mon soi supérieur m'a guidé à faire ceci, cela ou autre chose. Donc, ce 12e chakra, énergétiquement, je pourrais le décrire comme ceci. Si nous avions un grand drap et que nous le suspendions simplement comme ça, suspendu ici, si je venais derrière ce drap, que je l'attrapais, le pinçais et tirais les 2 côtés ensemble, c'est ce que la science nous montre que nous sommes vraiment. Dans le champ de la conscience, nous ne sommes qu'un pincement, une ondulation, un repliement sur lui-même de ce champ unifié. Nous ne sommes pas seulement connectés à Dieu, nous en sommes faits. Nous sommes une version compressée dans un univers holographique. Voilà notre nature et ce qu'est le 12e chakra. Mais lorsque vous effectuez ce pincement, l'énergie à l'intérieur commence à bouger. Et ce mouvement, c'est le 11e chakra, un principe cosmique d'incarnation ou de prise de forme. C'est le mouvement de cette énergie, vous savez, jusqu'à la forme physique. Donc, ces états supérieurs de conscience, quand nous commençons à respirer avec eux et à apprendre où ils se situent et comment nous pouvons les ressentir, le 11e chakra apparaît dans nos mains et nos pieds. Ainsi, lorsque les gens commencent à méditer ou qu'ils sont inspirés, ils ressentent de la chaleur dans les mains, des picotements dans les pieds ou les poils qui se dressent sur les bras ou la nuque. Tout cela est en fait dû au fait que nous stimulons ces états de conscience de plus en plus élevés que nous sommes nous aussi. Donc, quand on met tout ça ensemble, on a ceci. Je suis fait de cette présence. Je suis fait du champ unifié et je prends forme en tant qu'amour et j'atterris profondément dans la terre comme le centre de ma cible. C'est là où j'atterris, puis je m'élève. Et à mesure que je m'élève jusqu'à ce 9e chakra, je commence à faire circuler cette énergie selon un schéma particulier. Et j'en ai une image. Donc ici, nous avons tout ce 12e chakra, c'est nous, d'accord? Et ce 8e chakra est juste au-dessus de la tête. Voici 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que nous connaissons bien. Et puis, il y a 8 et 9. Et ensuite, le 10 est tout en bas ici. Et ensuite, le 11, c'est toute l'énergie de la conscience à l'intérieur ici. Et ce 12, c'est ce pincement dans le tissu dont je parle. Donc voilà notre anatomie invisible. Quand nous avons parlé avec Gabor Maté à propos, vous savez, des maladies que nous voyons, des troubles que nous observons, des problèmes que nous avons tendance à remarquer dans le corps, qui, dans de nombreux cas, sont une indication, n'est-ce pas, de ce qui se passe à un niveau plus profond. Et évidemment, Gabor Maté parle à un niveau très différent de celui dont nous parlons. Mais vous savez, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y a cette statistique selon laquelle les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels ont souvent des problèmes dans les parties du corps les plus intimes, n'est-ce pas? Et on entend souvent cela. Et cela ne veut pas dire que chaque femme atteinte d'endométriose ou vous savez qui a un cancer des ovaires, Dieu nous en préserve, qu'on puisse forcément dire que c'est ce qui lui est arrivé.
Mais je me demande si vous pouvez parler un peu des différents niveaux d'énergie. Est-ce qu'ils reflètent des choses qui se passent à ce niveau d'intégration? Et des personnes comme Louise Hay, vous savez, qui ont une encyclopédie de tout le corps. Et vous savez, en tirent une sorte de signification. Oh, si cela se passe sur votre coude, si cela se passe sur votre genou gauche, vous savez, est-ce le genre d'analyse que nous pouvons commencer à faire d'une manière plus clinique pour dire, mince, qu'est-ce qui est bloqué? Où? Oui, absolument. Oui, un grand oui. Donc, j'ai été élevé, mon père était un pionnier dans la médecine énergétique et donc il développait dans les années 70 des méthodes pour travailler avec le flux d'énergie afin de le synchroniser dans tout le corps et de l'harmoniser dans le corps, précisément pour la raison dont vous parlez. Et à peu près au moment où j'ai ouvert ma clinique, je suis allé à l'école, je suis devenu médecin, j'ai ouvert ma clinique, blablabla. C'est à ce moment-là que Louise Hay a sorti ce livre. Mon père avait développé un système pour reconnaître cela. Certains schémas dans le corps où l'énergie a été bloquée peuvent être reliés à certains états émotionnels non résolus qui ont été refoulés dans les tissus parce que cette énergie doit aller quelque part. Et si nous l'exprimons, si nous la métabolisons et si nous la brûlons vraiment, elle se dissipe. Si aucune de ces choses n'arrive, elle est refoulée. Et lorsque cette énergie est refoulée, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fréquence vibratoire associée à la partie du corps concernée, parce que le corps continue simplement de comprimer jusqu'à ce que cela prenne une forme physique. Chaque partie, chaque système du corps est basé sur une certaine fréquence vibratoire. Donc, comme nous le disions plus tôt, le système immunitaire, enfin nous parlions des os par rapport aux émotions, mais le système immunitaire fonctionne à une certaine fréquence. Les systèmes régulateurs vibrent à une certaine fréquence. Le système cardiovasculaire, le système nerveux, le système squelettique, etc., ils ont tous des vibrations différentes. Donc, les organes et les glandes vibrent à des fréquences différentes. Les parties du corps et leur emplacement sur le corps sont liés au système des chakras et à tout ce qui concerne les niveaux de conscience. Si ces niveaux de conscience sont perturbés, il y a sûrement une zone du corps qui s'éteint. Cela peut donc être corrélé. Donc, quand Louise a sorti son livre, j'utilisais la technique de mon père appelée synchronisation bioénergétique. Et nous utilisons des schémas dans le corps en travaillant à rebours et en déterminant d'où proviennent ces perturbations qui ont bloqué cette personne. Nous pouvions voir un schéma puis consulter un tableau qui indiquait abandon ou simplement regarder sur un tableau Wow. et il indiquait frustration, où nous regardions sur ce tableau de corrélation qu'il avait établi. Alors j'ai commencé à lire dans son livre et cela correspondait parfaitement à ce que mon père développait. J'ai vérifié cela avec chaque client et vous savez, je voyais 50 ou 60 personnes par jour à la période la plus chargée à la clinique. Mais désolé, beaucoup de temps, beaucoup de sujets, si vous voulez, dans une expérience pour corréler les données. Et pendant que je faisais cela, la corrélation était vraiment frappante. Je me suis rendu compte que ces praticiens, qui étaient un groupe de personnes rassemblant des informations pour que Louise les publie dans ce livre, étaient sur la même piste que mon père. Simplement, vous savez, chacun, à sa manière, travaillait et finissait par aboutir au même constat. Donc, la réponse courte à votre remarque, ou vous savez, pour aller plus loin sur votre remarque, c'est cela. Il y a clairement une corrélation lorsque quelqu'un, vous savez, n'est pas actif dans l'un de ces 12 niveaux de conscience dont nous parlons en ce moment. Lorsqu'ils se sont fermés de ces manières particulières, il va certainement y avoir des répercussions physiques en termes d'allergies et d'asthme, de problèmes digestifs, de troubles hormonaux, de déséquilibres chimiques et même de problèmes de personnalité et incapacité à se guérir lui-même. Tout cela est lié au niveau de conscience. Le corps est un reflet de notre conscience. Si quelque chose ne se produit pas dans notre vie, comme la guérison, c'est qu'elle ne se produit pas dans notre corps. Et si cela ne se passe pas dans notre corps, c'est parce que cela ne se passe pas dans notre conscience, car tout est conscience. Je pense aussi aux maladies auto-immunes et à combien de femmes en particulier portent le fardeau du corps qui s'attaque lui-même, n'est-ce pas? Et je suis sûre que tu vois ça très souvent dans ta pratique. Je me demande si tu peux parler un peu de ce moment très précis et significatif où tu as vécu une sorte d'éveil spirituel. C'est comme si ça se passait en ce moment même. C'est tellement vif dans ma conscience. Et j'ai commencé à avoir ces expériences il y a 25 ans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très stressé
et j'avais des migraines et je cherchais une solution, même si je pouvais aider d'autres personnes. Et à la clinique, vous savez, un patient venait et je pouvais l'aider avec ses migraines. Mais vous savez, je luttais vraiment avec les miennes. Et au point où je manquais le travail 1 ou 2 jours par semaine, vous voyez, c'était devenu aussi intense. Et donc, j'ai cherché à pratiquer la méditation afin d'essayer de gérer ce cycle de douleur qui se répétait. Et j'ai immédiatement commencé à avoir, vous savez, des expériences transcendantales, des expériences en méditation. Attends une seconde. Tu es très à l'aise en disant j'ai tout de suite eu des expériences transcendantales. Oui, ouais, Tu faisais l'AMT? Quel genre de méditation tu pratiquais qui t'a mené à des expériences spontanées avec l'univers? je sais. J'étais dans un groupe de personnes. Il y avait peut-être 300 personnes dans la salle, dont beaucoup étaient des pratiquants de l'AMT, mais je n'avais aucune formation en méditation. Et parmi les autres, environ la moitié ou peut-être un tiers pratiquaient différentes formes de méditation, mais c'était un grand rassemblement. Et en fait, je chantais. Nous étions en train de chanter. Je n'ai jamais été quelqu'un qui chantait, tu sais, en public pour chanter ou quoi que ce soit. Pas question. Et pourtant, là, tu vois, j'étais là, d'accord, je me laisse porter. J'étais simplement attiré par ça. Et donc, il chante quelque chose. Et là, je ne connaissais pas le sanskrit. Et c'était un chant en sanskrit. Je ne savais pas comment tenir la note aussi longtemps qu'eux dans cet enregistrement avec lequel on travaillait. Donc, je devais vraiment me concentrer. Et ce que je faisais, c'est que j'essayais d'apprendre les paroles et de tenir la note aussi longtemps qu'il fallait, de laisser le son traverser mon corps et de garder la cadence avec tout le monde dans la pièce. Et j'étais vraiment concentré parce que je ne comprenais pas les mots ou même ce qu'ils voulaient dire. Et il fallait prendre de longues, lentes et profondes inspirations de façon répétitive. Donc, c'était la recette parfaite. Bien sûr, c'est de ça que parlaient les chants. Et moi, j'ai été instantanément, vous savez, transporté dans un autre univers. Et j'ai ressenti cette vibration qui ressemblait beaucoup à de l'anxiété. C'est pour ça que je sais ce que je sais sur l'anxiété, que ce n'est pas le problème. C'est une solution si nous acceptons de la traverser et d'apprendre à être présent dans ces moments. J'ai ressenti ça et puis boum, je me retrouve dans un autre univers. Et j'étais élevé très haut au-dessus de la terre. Je pouvais voir la terre en dessous de moi, de la taille d'une bille. Et j'étais enfoncé dedans jusqu'à ce qui aurait été mes genoux, mais je n'avais pas de genoux. Je n'étais pas dans un corps physique, mais j'étais moi. J'étais un rayon de lumière, c'est la meilleure description. Mais j'étais moi. Je me sentais être la même personne qu'ici, en train de vous parler. Et je pouvais voir à l'intérieur, je pouvais voir partout. Je pouvais voir dans toutes les directions en même temps. Et j'étais dans une lumière d'une brillance éclatante, 10 fois plus brillante que le jour le plus lumineux dans le désert que j'ai jamais connu. Mais ce n'était pas une lumière dont on voulait se cacher, vous voyez. C'était comme si j'étais là et que j'y appartenais. Et il y avait cet horizon qui, à chaque fois que je respirais et j'avais mon libre arbitre, je pouvais prendre une grande inspiration ou une petite inspiration. Mais chaque fois que je respirais, cet horizon magnifique s'élevait comme les ailes d'un géant, ou plutôt les nageoires d'une immense raie manta flottant, vous savez, nageant sous la mer, au ralenti. À chaque inspiration, il s'élevait simplement. Et à chaque expiration, il redescendait simplement sur lui-même, retrouvant son point de repos. Et à chaque nouvelle inspiration, il continuait simplement à monter puis à redescendre comme ça. Et c'était tellement beau. Il y avait donc une lumière éclatante au-dessus de cet horizon qui montait et une lumière vive en dessous de moi. Je pouvais voir derrière, devant et en dessous, je pouvais voir la terre et cette sorte d'immensité éternelle autour de moi, mais c'était une lumière éclatante. Et je savais que c'était la vérité sur qui j'étais, sur qui nous sommes. Et je savais que, tu sais, j'ai tout de suite compris, c'est ça, voilà qui nous sommes. C'est ce qui se passe vraiment. Et ce projet dans lequel j'étais, sur la terre, en dessous de moi, ce n'était qu'une chose que je faisais. Ce n'était pas moi du tout. C'était juste là où mes pieds marchaient. C'était un projet dans lequel j'étais. Et je savais que c'était, vous savez, j'avais toujours été là et que c'était chez moi, c'était ça. Et que je pouvais projeter ma conscience à différents endroits, mais que je faisais cette chose, vous savez, cette expérience humaine, physique, à ce moment-là. Et il n'y avait rien de cassé, il ne manquait rien, il n'y avait rien qui clochait, il n'y avait rien à accomplir, rien à devenir.
Ce n'était pas ça du tout. Ce n'était pas du tout à propos de ça. Combien de temps êtes-vous resté? Je ne sais pas. Je sais que lorsque je suis redescendu dans la pièce, le chant touchait à sa fin. Et de, de, tu sais, j'ai ouvert les yeux et le professeur qui était là, tu sais, qui dirigeait ça, j'ai juste ouvert les yeux et j'ai juste regardé devant moi. Et ce professeur avait les yeux rivés sur moi, comme s'il savait ce qui se passait. Et boum, tu sais, ben, j'ai su à ce moment-là que ma vie avait changé pour toujours. Je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. Je n'ai même pas pensé au-delà de ça. Je savais juste que, d'accord, il y a autre chose ici, tu vois. Et dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'avais absorbé cette vibration très élevée. Et il m'a fallu longtemps pour intégrer ça et pour pouvoir vivre dans le monde. Et donc, ma vie est devenue un laboratoire vivant sur comment, premièrement, être à l'aise avec la personne que je venais de reconnaître en moi, pas seulement sur un plan mental et émotionnel, mais aussi sur un plan énergétique. Mon corps changeait rapidement. Mes migraines ont disparu, inutile de le dire, mais j'ai aussi guéri une scoliose avec laquelle j'étais né au fil des mois à venir. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, cela a simplement commencé à changer et à réorganiser ma façon de fonctionner dans le monde. Parce que cette personne défensive sur la réserve protectrice qui créait les migraines n'était plus la seule à être aux commandes. Et il prenait du recul et commençait en fait à se dissiper face à l'émergence de quelque chose de nouveau. Et ce qui émergeait, c'était cette version de moi, vous savez, dans cet état supérieur qui résonnait maintenant avec le moi qui était ici sur Terre. Et comme cela a continué à se déployer au cours des 2 dernières décennies, cela m'a apporté beaucoup de prise de conscience, de perspective et de perception que je n'aurais jamais pensé connaître un jour, car je ne les ai pas apprises dans les livres ni pendant ma formation de médecin. Elles vont bien au-delà de ce domaine, de ce savoir. C'est plutôt une qualité inhérente, une sagesse qui existe, vous savez, comme toile de fond de nos vies ici sur Terre, ce qui, je pense, explique pourquoi je peux parler de voir les choses sous un autre angle, parce que j'en suis très conscient et éveillé. Cette version alternative ou différente de la vie qui est, vous savez, à la base de chacun de nous. J'ai une image qui est très intéressante que je pourrais peut-être montrer, même si elle ne lui rend pas vraiment justice, mais c'est juste une façon pour nous de visualiser cela dans notre esprit. Bien sûr. D'accord. Donc, quelque chose comme ça, elle a été canalisé par quelqu'un dans les années 20. Je n'avais jamais vu cela avant cette expérience. J'ai vu ça peu de temps après avoir vécu l'expérience, et les larmes ont coulé sur mon visage, parce que je savais que quelqu'un d'autre avait été là où j'avais été. Je savais que je ne perdais pas la tête, ou vous savez que je n'étais pas le seul, ou quoi que ce soit. Donc voilà qui nous croyons être. Et il s'agit d'un système énergétique dont je parle, qui se produit, ce champ toroïdal que j'ai mentionné plus tôt. Et ce n'est pas juste un champ, c'est un champ d'énergie vivant et en mouvement. Et cette énergie vient de là, entre dans la Terre, remonte et circule encore et encore. Ce champ d'énergie existait avant notre corps physique. Nous étions ce champ d'énergie avant de devenir un corps physique. C'est ainsi que nous construisons le corps physique à l'intérieur de ce champ. Ce champ peut ainsi être mesuré chez l'embryon en développement dans l'utérus. Et donc, je me suis illuminé juste ici. Donc, cette conscience est sphérique. Cela ressemble à un cercle autour d'eux, mais c'est un domaine. D'accord. Et puis, j'étais ce rayon de lumière qui a frappé la Terre et qui faisait tout ça ici, qui faisait cette chose. Donc, c'est une image que d'autres personnes ayant vécu cette expérience ont également eue. L'idée, c'est que c'est une image universelle ou une expérience universelle et que pour être en contact avec ce niveau de conscience, d'autres personnes y accèdent aussi, évidemment de différentes manières. Oui, quand j'ai vu cette image, il n'y avait pas tout l'aspect torique, seulement une personne debout. Mais tout cela était là et la lumière violette était là. Tout ce phénomène de rayon se produisait. Pareil, pareil. Et donc, j'ai créé ma version. Puis je vois ça et je vois ceci et là, je comprends. Et j'ai vu des représentations de cela. J'emmène aussi maintenant des gens sur des sites sacrés à travers le monde.
Et c'est l'une des choses, parmi tant d'autres, que je fais. Mais 1 ou 2 fois par an, je vais sur un site sacré différent et j'y emmène des gens. Et plus vous pénétrez dans certains de ces sites, plus vous pouvez voir des représentations de cette même chose. C'est-à-dire qui est représenté, qui a occupé une place très importante, une place dans la conscience. Quel lieu choisis-tu? Où emmènes-tu les gens? Peut-on demander? Celle à laquelle je pense en ce moment, c'est que je fais un circuit sur les traces de Marie-Madeleine dans le sud de la France, et nous visitons de nombreuses cathédrales et nous travaillons avec. Certaines des statues et des fresques, et même la décoration de ces magnifiques cathédrales, représentent tout ce que je sais que les gens ont dû traverser pour accéder à cette conscience christique ou, en Inde, à la conscience bouddhique. Ces symboles sont là, représentant ces mêmes niveaux de réalité dont nous prenons conscience à mesure que nous incarnons cet état supérieur. Donc, je suis allé directement à cela pendant cette méditation et ce moment de chant. Mais au fil des années depuis, j'ai travaillé à faire descendre cela dans le corps, n'est-ce pas, à l'incarner. Au lieu d'avoir, vous savez, la béatitude de plonger dans la méditation et de profiter de ce royaume, mon objectif dans la vie a été de rassembler ces royaumes et de permettre à cela d'être ici. Donc, au lieu d'avoir le ciel et la terre séparés, avoir un ciel-terre que nous vivons et permettre à ces deux-là de ne faire qu'un. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie comme conséquence de cela a complètement changé ma disposition, mon identité, ma façon d'être en relation, ma façon d'être dans le monde, comment l'abondance afflue dans ma vie et comment je suis maintenant, tu sais, comme ce dont nous parlons, à ne plus toujours imaginer le pire, ne pas toujours essayer de comprendre, de faire des stratégies et de m'inquiéter, mais plutôt de passer mon temps et mes efforts pendant que je suis sur cette planète. Partager ce que je sais être vrai et permettre aux gens de s'apaiser là-dedans parce qu'on nous a certainement conditionnés à ne pas être cela, à ne pas avoir accès, tu sais, à cette multidimensionnalité, en voyant que d'autres y étaient déjà allés. Tu sais, c'est tellement étrange parce que c'était une expérience tellement incroyable, une expérience exaltante. On pourrait penser que tu n'aurais jamais besoin d'aucune forme de validation pour quoi que ce soit. Encore une fois, mais comme je fonctionnais toujours selon mon ancien moi et les schémas dans mes, tu sais, mes habitudes, ça m'a apporté une forme de confirmation d'une certaine manière de voir que quelqu'un d'autre était passé par là. Je me suis dit, oh d'accord, je vais bien. Tu sais, j'étais aussi bien que possible quand je me suis illuminé dans cet espace, n'est-ce pas? On pourrait penser que, tu sais, je n'aurais plus jamais besoin de remettre quoi que ce soit en question. Et pourtant, nous avons tellement de schémas qui sont tellement ancrés. Il m'a fallu construire le circuit pour soutenir cette version de moi à haute fréquence dans ce corps physique. Ça demande, je peux vous montrer un petit gros plan là-dessus. C'est ce qui se passe pour les gens. C'est comme ça que tout le champ torique est censé fonctionner. C'est censé être cette expression parfaite, vous savez, de la possibilité. Je vais vous montrer une autre image où nous projetons cela sur un écran de cinéma et entrons dans le film. Mais voilà ce que font la plupart des gens. Cette énergie divine descend, la source descend, touche la terre et remonte. Ayant été abandonnés, maltraités ou tirés des conclusions sur l'amour ou la vie, nous nous refermons d'une certaine façon. Et maintenant, cette énergie montante doit contourner ce qui se passe en nous et ce vacillement crée une distorsion dans le champ. Maintenant, cette personne se trouve dans ce champ déformé. En regardant dehors, elle perçoit une réalité déformée. Il constate que ce n'est pas sûr, que je vais mal et que rien ne va dans mon sens. Je ne peux pas faire confiance à cause de cela. C'est donc sur ce point que je fais travailler les gens. Construisons le circuit pour passer de ceci à cela. Et c'est ce qui se passe avec les personnes qui l'étudient et le mettent en pratique. Et beaucoup d'entre eux vivent cette expérience de transformation parce que plus nous passons de ceci à cela, plus nous commençons à résonner à une fréquence où ceci peut se relier à cela. Ils sont en accord vibratoire. Avant cela, si nous fonctionnons comme ceci, il n'y a aucune chance que votre plus haut potentiel puisse s'enraciner dans ce système, parce que nous brassons les énergies de manière déséquilibrée, tout ça à cause de nos croyances, de notre histoire et de tout ce qui est stocké dans notre mémoire subconsciente. J'ai une question très pratique.
J'ai 2 membres de ma famille très proches qui souffrent de migraines horribles, vraiment horribles. Étant donné votre expérience avec les migraines, voyez-vous des schémas particuliers chez les personnes qui en souffrent? Oui, les migraines, quand on regarde cela, voici le schéma dans lequel l'énergie circule. Elle descend, touche la terre, remonte et sort par le sommet de la tête, puis fait le tour et elle entre par la racine. Et donc, ce qui m'arrivait, ce qui m'a rendu curieux de ce qui se passait chez les autres, c'est que je n'étais pas enraciné en moi-même. Je n'étais pas enraciné en moi. J'ai grandi avec des parents très brillants, majors et seconds de leur promotion, ont obtenu leur diplôme, se sont mariés, ont eu des enfants, et j'étais l'un d'eux, d'accord. Donc, mon père était un scientifique brillant, un inventeur, etc. Et donc, l'une des choses qu'il a apprises très tôt, dans les années 70, à propos de la bioénergétique, et cela s'est avéré vrai, c'est que l'énergie qui est en train de monter, lorsqu'elle est bloquée, elle s'accumule sous le blocage. Et c'est là que nous ressentons notre douleur. Donc, quand quelqu'un a mal à la tête, quand il a des maux de tête, c'est parce que cette énergie qui sort du sommet du crâne ne peut pas atteindre l'enracinement. Donc, elle remonte dans la tête. Donc, ce qui m'arrivait, c'est que je n'étais pas éveillé dans mon enracinement. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas. J'essayais d'être une bonne fille, d'être une bonne sœur, d'être une bonne citoyenne, d'être une bonne partenaire, d'être une bonne médecin, encore et encore. Et ça fait beaucoup d'efforts. Et c'est très épuisant. Et ça nous déracine. Vous savez, on n'arrive jamais vraiment à être ces choses-là. On peut agir comme ces choses-là et contribuer, mais on n'arrive jamais à ressentir notre bonté quand on essaie d'être bon. En fait, on ne se permet pas déjà d'être cela. On doit sortir de notre bonté pour essayer d'être une bonne personne. Donc, vous voyez, on fait tout à l'envers. Et il y a des raisons à cela. Mais pour répondre à votre question, il y a un enracinement, une connaissance de soi qui n'est pas pleinement incarnée. Et donc, cette énergie ne peut pas entrer ici. Elle ne peut pas y revenir par sa vibration. C'est une fréquence trop élevée. Elle ne peut pas résonner ici parce que je suis fermé dans mon enracinement. Et donc, j'ai une vibration dense qui se produit là. Alors, cette énergie s'accumule dans la tête et boum, ça ne rate pas. En ce qui concerne toutes ces conversations autour de l'énergie et tous les endroits auxquels nous pouvons accéder et avec lesquels nous pouvons travailler, comment fonctionne la guérison à distance? Vous savez, je comprends que l'on puisse poser les mains et ce genre de choses. Mais à quoi accédez-vous lorsque vous guérissez quelqu'un à distance? Oui, magnifique. J'ai justement donné un cours sur la guérison à distance le week-end dernier avec des participants du monde entier et les expériences vécues en travaillant ainsi sont indéniables. C'est vraiment magnifique. Donc, quand vous pensez au champ unifié, c'est la toile de fond, c'est subtil. L'énergie est tellement subtile que c'est l'arrière-plan de tout. D'accord, c'est tout ce qui existe. Il y a une fréquence en toi qui est identique à la fréquence en moi, les vibrations de plus en plus élevées avec lesquelles nous commençons à travailler. Voici quelque chose qui pourrait être utile. D'accord, nous sommes ici physiquement. Ensuite, la ligne violette représente l'endroit où les chakras existent. Celle-ci, la bleue, c'est le corps émotionnel, le corps des ressentis. Et ceci, c'est notre corps mental. Et ceci, ce sont les différentes couches de notre corps spirituel. Les chakras 8, 9, 10, 11 et 12 sont représentés ici, le 12e étant la vibration la plus élevée. Celle-ci continue à l'infini. D'accord. C'est la feuille dont je parlais. D'accord. Donc, ça va jusqu'à toi. Et ton 12 devient ton 11, ton 10, ton 9 ou 8 jusqu'à ta forme physique. Et donc, si je peux vibrer juste ici, si je peux amener ma conscience et la régler sur la présence subtile et aimante de, tu sais, pense à cela comme à Dieu, la source divine. Genre, qu'est-ce que ce serait si je pouvais simplement me permettre de m'immerger dans les cieux? Et si je n'avais pas à gagner ma place dans les cieux? Et si ma nature était cela même? Et s'il existait une version de moi à laquelle je pouvais m'accorder jusqu'à la subtilité de l'énergie que je partage avec toi? Si je pouvais faire ça, et nous le pouvons vraiment, nous pouvons le faire. Nous sommes faits pour ça, nous sommes faits de ça. Et donc, quand on laisse suffisamment de côté l'esprit et qu'on plonge dans cette essence, on commence à élever notre vibration et ça commence simplement à venir ici. Et en tant que tel, c'est pareil pour toi. Donc, s'il y a une perturbation dans ton système à cause de ton histoire ou de ce dans quoi tu es pris dans ta vie, et il y a une distorsion dans ton champ,
Si je diffuse cette énergie source et que je me connecte à cette fréquence, que je t'amène dans ma conscience en même temps et que je peux maintenir cette présence, c'est ce grand amour auquel je faisais référence qui nous permet cela. C'est tellement magnétique, ce plus grand amour, qu'il nous maintient dans cet état, même si je t'amène dans ma conscience en même temps. Et puis, alors que je diffuse cette énergie source, ce modèle d'inconditionnalité pour que le plus grand bien soit fait pour toi, cela permet à ton champ d'être soutenu par quelque chose de plus inconditionnel que tu sais ce à quoi il a peut-être été exposé, ce qui te permet de te détacher des problèmes que tu portes dans ton champ, qui te maintiennent dans les distorsions qui te rendent malade physiquement, mentalement ou émotionnellement. Donc, cela permet un modèle de perfectionnement pour être présent pour toi en masse, parce que là, il y a au moins 2 d'entre nous, toi et moi, qui nous concentrons sur ton bien-être, ta guérison. Et donc, quand cela arrive, on le reçoit de l'intérieur et de l'extérieur. On se retrouve un peu entouré de ces énergies dissonantes. Et comme effet secondaire, ton champ commence à vibrer d'une manière qui, tu sais, se rapproche de plus en plus de ce modèle de perfection. C'est un peu comme si on retirait un engrenage de la roue pour toi et ensuite ton système peut recommencer à s'auto-guérir. Il s'est juste bloqué sur un schéma qui a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais tu sais, si personne ne se promène en attirant l'attention sur ces versions d'eux-mêmes à des fréquences vibratoires, alors elles ne sont jamais amplifiées. Elles restent simplement là, dormantes. Personne ne les utilise. Voilà pourquoi l'humanité s'agite inutilement alors que l'aide est à portée de main. C'est juste qu'on ne l'a jamais activé, incarné, intégré et utilisé à cause de nos systèmes de croyances qui sont orientés dans ce sens. Il faut prendre une pilule ou recevoir une injection ou se faire retirer quelque chose par chirurgie ou, vous savez, toutes ces choses dans lesquelles on est resté coincé par habitude comme solution. Et heureusement, les gens commencent à se réveiller. Quel est votre message concernant l'amour? Parce que cela traverse tellement d'aspects du travail énergétique et c'est un concept tellement profond, significatif et vaste à embrasser. Que souhaitez-vous nous transmettre au sujet de l'application de l'amour comme mécanisme pour accéder à ces niveaux plus profonds de nous-mêmes et pour guérir? Belle question. Je viens justement d'écrire un livre qui devait à l'origine s'appeler L'éveil par un amour plus grand. Et nous avons décidé d'y intégrer l'anatomie et la structure. Il s'appelle donc L'anatomie de l'éveil et il sortira au printemps 2026. Et donc, je pense que cela joue un rôle énorme. J'ai écrit tout un livre à ce sujet et c'est notre vraie nature. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons aller chercher. Le fait que nous pensions devoir obtenir l'amour et recevoir l'amour, c'est ce qui nous enferme dans ce monde de dualité et d'insuffisance. Et l'absence de guérison, l'anxiété et toutes ces choses qui se manifestent sous forme de schémas de maladies et de conditions dont nous avons parlé aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est aussi grand que possible. Et je sais que l'amour dans le corps, l'amour incarné, est différent de l'amour négociable ou de l'amour romantique, de l'amour marchandé. Et donc, ce que j'enseigne aux gens, c'est à recevoir cette énergie qui se déverse dans ce système de champ toroïdal que vous êtes, c'est de l'amour. Voilà ce que c'est. C'est ce continuum divin, le fil conducteur de la série de compressions qui nous amène à cette dimension physique. Si je devais lui donner une qualité, c'est l'amour divin, c'est de l'amour. Et donc, ce que je demanderais aux gens de faire, c'est de commencer à être l'amour, à le ressentir dans leur corps. Avant d'apporter de l'amour aux situations, nous savons qu'il guérit les relations, les problèmes de communication et le corps physique. Nous savons que l'amour joue un rôle dans notre capacité à manifester et ainsi de suite, parce que c'est la vibration la plus élevée à laquelle nous pouvons vibrer tout en restant sous forme physique. Donc, c'est une fréquence très élevée, c'est très englobant, si vous voulez. Mais ce que j'encourage les gens à faire, c'est d'imaginer l'amour que vous aimeriez que le monde connaisse. Imaginez l'amour auquel vous aspirez, cet amour que vous avez cherché à obtenir et pour lequel vous en voulez à votre partenaire parce qu'il ne vous l'apporte pas, ou cet amour que vos parents n'ont pas pu montrer, ou peu importe. Prenons-en la responsabilité. Quel est cet amour? Qu'est-ce que ça fait de le ressentir?
Même sans pouvoir le décrire, si vous pouviez le ressentir, que ressentiriez-vous? Et vous entraînez à ressentir cela dans votre corps chaque jour, aussi souvent que vous pouvez vous en souvenir, et vous savez, prendre 5 minutes avant de sortir du lit, juste pour le pratiquer. Et puis, vous savez, quand vous commencez à pratiquer cet amour plus grand, cela redevient naturel, parce que c'est votre nature première, et cela devient immédiatement accessible en un instant. Tout ce que vous avez à faire, c'est porter votre attention, boum, juste là, vous y êtes. Et il se peut que cela vous prenne un certain temps pour développer cette relation avec votre esprit, parce que votre esprit a été, vous savez, il a été rebelle, il a été sauvage, et vous le ramenez à la maison grâce à cet amour, et vous ramenez votre esprit dans votre corps et ressentez cet amour. Vous changez au niveau cellulaire et votre esprit se magnétise à nouveau vers le soi au lieu de fonctionner seul à l'extérieur. Et maintenant, il est là pour magnifier le vrai soi aimant. Et nous guérissons quand nous commençons à faire cela. Et s'ancrer dans le corps, il existe des moyens d'apprendre à le faire qui sont très faciles à mettre en pratique. Nous n'avons jamais assemblé les pièces ainsi en priorisant l'amour qui a été marginalisé. On croit que l'amour n'est pas signe d'intelligence. Si tu es trop aimant, tu vas te faire marcher dessus comme un paillasson. Et ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est même tout le contraire, en fait. Eh bien, merci beaucoup. Où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous et votre nouveau livre? Oh, super. Je suis assez facile à trouver. Dr. Sumortar, morter.com. Et vous savez, j'ai une chaîne YouTube et j'ai toutes ces choses que vous pouvez trouver sur ce site morter.com, qui est un site web qui vous donnera une navigation à travers toutes sortes de cours. Pour les praticiens, la School of Higher Consciousness enseigne à devenir meilleur en médecine énergétique. Il y a une école de Body Awake Yoga où nous ancrons cette conscience au cœur du corps et construisons les circuits à toute vitesse pour vraiment pouvoir soutenir la grandeur de notre être. Et le nouveau livre sortira en mars 2026, ce qui arrive très bientôt. Et il y aura toutes sortes d'informations à ce sujet qui vont sortir. Si vous vous inscrivez et que vous voulez qu'on vous tienne au courant de la sortie, faites-le nous savoir, inscrivez-vous. Il y a une méditation que vous pouvez faire, bien sûr, juste pour vous donner un ressenti concret de ce dont je parle. Et oui, c'est tout. Nous sommes là pour vous de toutes les manières possibles. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous parler. Et oui, j'ai vraiment apprécié le temps que vous nous avez accordé. Et nous emporterons cet amour avec nous. Alors merci infiniment. Merci. Merci pour l'invitation. Ce fut une joie d'être avec vous, une conversation merveilleuse. Et merci pour ce que vous faites pour l'humanité. Oui. Voici ce que je vais dire. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce que disait la docteure Sumorter, mais je vais me concentrer sur ce que je comprends. Et il y avait beaucoup de similitudes dans la conversation sur la méditation avec beaucoup de personnes à qui nous avons parlé en termes de pas forcément des fréquences vibratoires, n'est-ce pas? Mais les états des ondes cérébrales. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait être mesurable. Et je ne veux pas dire que c'est mesurable dans le sens où je peux le prouver. J'ai besoin de le prouver. Je veux dire, on peut obtenir des informations sur ce qui se passe au niveau électrique depuis le cuir chevelu ou le cerveau, n'est-ce pas? Quand on dit « Oh, ce sont ces types d'ondes, ce sont des ondes alpha, ce sont des ondes bêta, ce sont des ondes θ, n'est-ce pas ?» Et j'adore cette idée qui, je pense, intègre certains des aspects les plus, tu sais, des choses spirituelles dont elle parlait. Cette notion que nous venons tous d'une page blanche. Nous venons tous de quelque chose de beau. Et quand on pense aux défis dans lesquels certains d'entre nous naissent, ou à la culture dans laquelle beaucoup d'entre nous naissent, ou à la classe sociale dans laquelle nous naissons, n'est-ce pas? Peu importe les circonstances politiques, grandir dans un contexte de conflit a un impact, non? La part de vous qui est apparue quand, vous savez, le spermatozoïde rencontre l'ovule, n'est-ce pas? Cette part de vous est pure. C'est ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est la représentation la plus pure de la personne que vous devenez ensuite. Alors, quand je pense aux états des ondes cérébrales, où sont-ils? Ils sont à cet endroit spécial qui vous permet de vous connecter à cela. Et quand vous êtes dans un état méditatif profond, et surtout quand vous faites le type de méditation dont elle parle, qui implique des chants, du mouvement et de la respiration, vous savez, c'est presque comme la respiration holotropique. C'est comme forcer le cerveau à adopter un autre état. C'est ce que je peux comprendre à propos de cet endroit auquel elle dit que nous pouvons tous accéder.
Oui, et dans cet espace, nous pouvons parler du type de pensée différent qui nous est accessible. C'est exact. Nous parlons beaucoup dans le podcast de la nature de la réactivité, de la façon dont nous nous manifestons à un moment donné, et une grande partie de notre passé influence la façon dont nous percevons le présent. Notre idée que, lorsque nous sommes dans un état réactif, nous devrions vraiment prendre des décisions à partir de cet endroit, n'est-ce pas? Qui a déjà essayé de crier sur quelqu'un quand il est agité, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. C'est comme essayer de lire l'étiquette sur la bouteille depuis l'intérieur de la bouteille, n'est-ce pas? J'aime bien cette expression. Cette idée de où se trouve l'endroit d'où vient la pensée calme. Où se trouve l'endroit d'où vient la capacité de se mettre à la place de l'autre? Où est l'endroit où l'on se dit, mon Dieu, les personnes blessées blessent les autres? Ce n'est pas comme quand quelqu'un vous coupe sur l'autoroute et que vous criez. Ce n'est pas votre moi supérieur. Donc, si vous allez parler de votre moi supérieur, soit d'un point de vue littéral, comme le fait clairement la docteure Sue Morter, mais je veux dire même d'un point de vue conceptuel, comme qu'est-ce qu'une version supérieure de moi ferait dans cette situation? Comment la meilleure version de moi réagirait-elle? Et avoir l'opinion ou le ressenti, c'est vraiment une pensée qui crée un ressenti que l'univers est là pour nous aider d'une certaine manière. Oui, comme se sentir soutenu, avoir l'impression que quelqu'un, vous savez, est de votre côté. Voilà le truc. Et je sais qu'on en parlera lors du Substack Live qu'on fera quand on sortira cet épisode. Je veux savoir tout ce qui a trouvé un écho en toi pendant que tu travaillais avec l'énergie. Parce que quand elle a commencé à parler, tu sais, de ressentir l'énergie dans tes mains, c'est beaucoup ça, non? C'est ça le Reiki, c'est apprendre à concentrer cette énergie, non? Je me demande dans quelle mesure ça a résonné avec ton expérience. J'ai une liste, en fait. J'ai une histoire incroyable que tu ne vas pas croire à propos de l'époque où je vivais à l'ashram, où j'ai invité un ami et ce qui lui est arrivé pendant une méditation. À l'ashram, il y a 2 méditations de 30 minutes par jour. J'ai aussi amené un ami à la méditation de groupe. Je raconterai cette histoire sur Substack. Je vais d'abord évoquer l'aspect énergétique, mais ce qui m'a frappé en premier, c'est la similarité entre les deux, le schéma qu'elle a montré. Et si vous écoutiez sans voir le schéma, ce qu'elle a montré, ce sont les cercles d'énergie qui se produisent, n'est-ce pas? Vous parlez du champ toroïdal? Le tort, ça a duré combien de temps? Le champ toroïdal, c'est comme si vous étiez au milieu d'un bagel, comme si un bagel vous entourait. 2 bagels. Donc il y a un bagel de chaque côté, c'est comme des bagels qui se chevauchent. Eh bien, la forme réelle est un bagel et il y a ensuite ces 2 rotations à l'intérieur du bagel. Oui. D'accord. Donc, je veux dire, certaines personnes diraient donut, mais moi j'ai choisi bagel. Donc ce qu'elle montre, ce sont en gros des blocages. Oui, le théorème, mais il fait tout le tour. Oui, exactement. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, c'est de ça que parle Michael Singer. Des ordures. Il dit qu'on est rempli d'ordures. Tu parles du fait qu'on porte des expériences douloureuses et ce que d'autres appelleraient un bagage émotionnel, les histoires qu'on se raconte. Et il veut qu'on associe ça à des choses qui ne sont vraiment pas utiles et qu'il faut jeter. Exactement. Plutôt que de dire qu'on est tous remplis d'ordures. Oui, c'est tout à fait ça. Et là où elle va encore plus loin, c'est qu'elle dit, cela a un impact. Le flux d'énergie qui te maintient en vie, la source d'énergie. Et vous savez, il existe cette fusion entre les physiciens, les spécialistes de l'énergie et la communauté médicale qui essaie, vous savez, de mieux comprendre comment fonctionnent les cellules. Qu'est-ce qui nous anime et nous donne de l'énergie? Pourquoi certaines personnes guérissent-elles et ont-elles des résultats miraculeux alors que d'autres luttent constamment? Et quelle est l'interaction entre notre esprit et notre capacité à fonctionner? Donc, quand vous me demandez, vous souriez, vous vous dites Je veux dire, je souris parce que nous n'avons pas non plus eu assez de temps à passer ensemble. À la fin de notre temps avec elle, elle a dit au passage que les cellules peuvent fonctionner différemment. Cela m'a fait penser à Bruce Lipton. Bruce Lipton. Et Greg Braden en a parlé. Bernardo Castroff, il a parlé de Michael. Levine, son travail avec les cellules cancéreuses et comment le fait de changer la bioénergétique autour de la cellule cancéreuse modifiait le fonctionnement de la cellule elle-même. D'accord, c'est juste un point sur lequel je veux que nous restions prudentes. Il y a beaucoup de similitudes entre ce dont elle parle et certaines de ces choses.
Mais il y a aussi une définition différente de la conscience qui est utilisée dans les cercles énergétiques par rapport au type de discussion sur la conscience que nous avons dans d'autres cercles. Donc je pense que nous devons être prudentes. Et je pense que c'est une partie de mes... Tu aimes faire attention, et j'apprécie ça chez toi. Je vais relier cela à ce que tu m'as demandé sur les similitudes. J'ai essayé comme un bagel. D'accord. Au travail énergétique, quand quelqu'un est en train de recevoir un soin par apposition des mains, on peut sentir où se trouve le blocage. Oui, quand elle a parlé de densité, je ne comprends pas ce que ça signifie. Oui, il y a une densité, comme avec un détecteur de montant dans un mur. Et c'est comme pas de montant, rien, bip, 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 bip. C'est un peu ce que ça fait. On dirait que la pulsation de l'énergie change. Ça devient soit plus froid, soit potentiellement plus chaud. Ça devient plus magnétique, où l'on sent une résistance, comme si l'on était attiré vers le corps ou repoussé, mais c'est un changement important par rapport à ce qu'on ressent habituellement. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Donc c'est très difficile. Valérie, as-tu déjà ressenti ça? Je vais le faire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Non, tu l'as vécu, je vais te rappeler. Non, je n'ai pas. Jamais. Donc, sur Substack, on a raconté l'histoire quand tu as reçu du Reiki. En fait, attends, on était sur ton canapé, tu ne te sentais pas bien, tu disais « Allez, viens, tu devrais ». Tu avais demandé une séance de Reiki, je travaillais sur toi, je crois que c'était lors de ton opération des amygdales, Oh oui. et tu avais vraiment du mal avec ton angine. J'avais beaucoup de mal. Oui, Et tu m'as donné la nausée. c'est vrai. Cependant, je veux dire, je ne pense pas que je faisais quelque chose de particulier, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été attiré par ton plexus solaire et j'ai mis une main sur ton plexus solaire et tu as ressenti de la nausée. Au début, non, mais tu as commencé à respirer dans ton plexus solaire où j'ai ressenti ce blocage et cette partie coincée. Je n'ai pas eu la nausée, mais voilà ce que je veux dire. Je n'expérimentais pas ce que ça fait d'entrer dans l'énergie de quelqu'un et de me dire « Oh, ça c'est... » Non. C'était une expérience directe de ce qu'on peut ressentir quand il y a un blocage. Je ne me suis pas senti nauséeux. Mais pendant qu'on déplaçait cette chose, donc dans mon expérience, c'était quelque chose qui était coincé là et sur lequel tu travaillais, ce qui a provoqué cette sensation de nausée. C'est important. Et c'était quelque chose que... Nausée. Nausée. Oui, c'est quelque chose qu'elle a dit. Et ce qu'elle a dit, pour nous, et ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est que nous ressentons les choses dans notre corps. Et si nous ne sommes pas formés, nous ne savons pas vraiment quoi en faire, en fait. Beaucoup d'entre nous, enfin, qu'est-ce que j'ai dit en premier? Par exemple, je me dis, je suis mal à l'aise, je ne veux pas, arrête et retire ta main. D'accord. Et j'étais censée m'y abandonner, mais je n'ai rien ressenti. Je ne sais pas. Donc, dans les moments où j'ai fait beaucoup de travail pratique, d'ateliers et travaillé avec des personnes ailleurs, quand cela arrive, il y a en contrepartie une sorte de libération cathartique. Pourquoi m'as-tu laissé me dégager? Tu ne voulais pas que j'aie cette libération? Eh bien, il y a quelque chose dans le fait de ne pas le faire avec quelqu'un que tu apprécies. Tu étais du genre, tranquillement, « Hey, je veux juste recevoir un soin », par opposition à « Tu vas voir quelqu'un et tu te prépares pour ça et tu es prêt pour le processus émotionnel qui peut en découler. » Mais qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? J'étais vraiment en difficulté. Tu pensais que tu allais me toucher et que j'allais juste dire « c'est amusant ». Tu savais que j'allais craquer. J'ignorais ce qui allait arriver. Je croyais que cela t'aiderait à te calmer et à éviter un processus émotionnel profond. Et ça a empiré les choses. Tu es simplement quelqu'un qui traite les émotions en profondeur. Cependant, sans le cadre sécurisant et le soutien approprié, tu pourrais potentiellement essayer d'attaquer la personne qui t'aide à faire remonter cette chose. Il y a beaucoup de situations où, tu sais, quand quelqu'un est... ce n'est pas exactement comme se noyer, mais tu sais, quand tu te noies, tu attrapes simplement la personne qui nage à côté de toi et vous coulez tous les deux. Donc, il doit y avoir un minimum de lien. Juste des humains qui interagissent. N'est-ce pas? Tout le monde interagit simplement. Beaucoup nous trouvent charmantes. Lors de nos lives sur Substack, notre humour plaît beaucoup. Quelqu'un craignait même que je te taquine. Je suis parfois joueuse avec toi, surtout sur ce genre de choses. Je voyais bien que tu comprenais ce qu'elle disait d'une façon dont je n'ai pas de grille de lecture pour ça, mais je ne me moquerai jamais de toi pour ça. Sur Substack, il nous arrive d'aborder davantage les questions d'énergie. Récemment, j'ai davantage partagé mon expérience passée.
Et toi, même si tu me connais et que tu passes pas mal de temps avec moi, tu fais toujours cette tête comme si je te parlais dans une langue étrangère, que tu ne comprends pas vraiment ce qui est amusant. J'exprime ce que beaucoup de gens ressentent. Tu représentes ces personnes qui n'ont peut-être pas eu cette expérience, mais en fait, beaucoup de gens de la communauté Substack, on reçoit beaucoup de commentaires du genre « Ah oui, je vois exactement de quoi tu parles ». Et tu lis ces commentaires parce que tu es très doué pour les parcourir, et tu te dis « Quoi ? Comment est-ce possible ?» Avant qu'on se dise au revoir, il y a une chose à propos de The Energy Code que je veux vraiment mentionner. C'est un livre vraiment génial. Et elle passe en revue chaque chakra. Elle les passe tous en revue. Comment tu fais pour dire ce mot aussi vite? Qu'est-ce que c'est? Chakra. Comment tu le dis? Chakra, chakra. Chakra? Chakra. Comment tu le dis? Choc. Chakra. Elle passe en revue chaque chakra et te donne des exercices, des techniques de respiration et des moyens d'apprendre certaines des techniques anciennes très, très sophistiquées que, tu sais, les yogis utilisent depuis des milliers d'années. Elle t'apprend quelle partie de ton corps il faut contracter pour retenir l'énergie et comment la relâcher, et les postures. J'aurais aimé qu'on puisse en parler davantage avec elle, mais elle passe en revue, pour chaque niveau de chakra, les postures et les exercices de respiration qui se concentrent sur cette région. C'est intéressant. Cela commence par la posture du cobra. Je plaisante. Je ne connais pas la posture du cobra, mais c'est juste ici. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Et une autre chose que j'ai comprise, et encore une fois, je pense que le langage est difficile parce qu'il peut signifier beaucoup de choses différentes pour différentes personnes. Elle parle de la fréquence vibratoire et de la création d'un système dans ton corps pour maintenir une vibration différente, n'est-ce pas? Et donc, si tu es habitué à des histoires, des schémas et des façons de penser à toi-même qui comportent énormément de doutes et d'autocritique, ce qu'elle dit, c'est que nos pensées vibrent dans notre corps, et ensuite nos corps sont des représentations du système plus vaste que nous créons. Je crois que c'est vrai, et à mesure que tu commences à avoir plus de compassion pour toi-même, plus d'optimisme, on a tendance à mieux prendre soin de soi. Et donc, on finit par, et c'est là, tu sais que ça devient un peu, je pense, confus au niveau de la terminologie, on finit par avoir la capacité de vivre une vie meilleure parce qu'on est plus positif. Si on consomme beaucoup de drogue et d'alcool, c'est une force qui nous rabaisse et qui crée, tu sais, une vibration pas très expansive. Comment tu décrirais ça? Oui, je pense aussi. Je pense que c'est exact. Donc, à bien des égards, lorsque les gens vivent parfois ces expériences transcendantales marquantes, ces éveils d'une certaine sorte, ce qu'ils font ensuite, c'est ramener cette information et essayer de l'intégrer. Si vous avez déjà participé à une retraite, notamment de méditation, ou connu beaucoup de calme et de paix dans votre vie, et puis vous revenez aux sources de stress de votre monde, vous commencez à vous demander « Eh bien, comment puis-je intégrer le fait qu'autre chose puisse exister, que ce n'est pas mon expérience actuelle, et comment puis-je intégrer cette façon d'être ?» Je pense qu'une chose que j'ai appréciée, c'est quand elle a expliqué les fréquences de façon compréhensible sur ce que ça fait de laisser de l'espace entre les choses, n'est-ce pas? Et à ces fréquences qui sont, vous savez, des fréquences anxieuses, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'espace. Pour moi, ça avait du sens, tu vois? Il n'y a pas, je veux dire, à part le souffle du feu et certains des exercices de Kundalini plus intéressants, tu sais, des respirations qu'on fait qui sont très activantes. Tu sais, la méditation est basée sur la baisse du niveau d'activation dans l'organisme, non? Créer plus d'espace entre, d'accord, tu veux dire les longueurs d'onde? Très bien. Plus d'espace entre les respirations, entre les pensées, n'est-ce pas? Ce sont ces moments où cela se produit. Et le travail de Richard Davidson que nous avons reçu, oh là là, il y a quelques années, Il y a 2 ans, oui. vous savez, il a littéralement, c'est lui qui scannait le cerveau des moines en train de chanter et qui se demandait, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Il existe une caractérisation et une quantification scientifique de ce à quoi cela ressemble et de ce que l'on ressent. Il y a 2 états. La plupart des gens ont une activité cérébrale excessive. Ils tournent trop vite. Je ne sais pas, ce n'était pas une forte activité mentale. Non, mais ils sont dans un... J'ai oublié les états. Oui, oui. Ouais, quand tu le scannes, c'est rouge. Super. Donc c'est un type d'activité cérébrale d'une qualité que l'on dirait excessive, car elle est agitée et... Agité et ne laisse pas de place à la créativité. Vous voulez exactement l'activité cérébrale que vous avez. Les mots qu'elle utilise sont créatifs, innovateurs.
Et ce que nous savons, c'est que dans un état de onde cérébrale plus lente, des solutions plus créatives s'offrent à nous. Ah ouais, tu peux penser différemment. Tu peux le voir sous un autre angle. Martha Beck en parle. Suzanne David en a parlé. Susan David en a parlé, mais Martha Beck en a parlé aussi. C'est certain que c'est seulement dans cet état créatif, n'est-ce pas, que nous avons ce genre d'ouverture. Et c'est le genre d'état d'onde cérébrale que nous observons lors de certaines expériences transcendantales et même psychédéliques. Certaines personnes, et je pense que c'est un groupe plus restreint, ont besoin de ce souffle de feu et d'éveil. Leurs systèmes sont en fait lents, ils ont du mal à se dynamiser et à retrouver de l'énergie. Mais je pense que c'est vraiment un groupe de personnes beaucoup plus restreint. Oui, ça c'est le son du souffle de feu. Parfois, même celles ayant besoin de ralentir peuvent quand même utiliser le souffle de feu. Parce que le but n'est pas seulement de ralentir, mais d'être capable de passer d'un état à l'autre au moment où vous en avez besoin, n'est-ce pas? Vous souhaitez bouger vite, mais sans devoir décider dans cet état. Si vous ressentez une pression à réagir plutôt qu'à trouver une nouvelle solution, Un point qu'on n'a pas évoqué, mais je sais qu'il est ici, dans son livre. Le nerf vague. Ce type de respiration active votre nerf vague afin que votre nerf vague puisse faire ce qu'il est censé faire pour calmer votre système. Et le nerf vague innerve. Ce n'est pas seulement lié à votre respiration, il innerve aussi vos organes. Donc, quand les gens ont des maladies auto-immunes et qu'il y a une perturbation du nerf vague, qu'est-ce qu'ils signalent généralement? En général, des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Tachycardie, crise d'angoisse. Je pense que je fais une crise de panique, l'estomac en vrac, de la constipation ou de la diarrhée, n'est-ce pas? Comme toutes ces choses qui se passent. L'état méditatif consiste à accéder à la partie de votre cerveau qui dit « si elle respire comme ça, c'est qu'elle ne fuit rien ». Si elle respire comme ça, il n'y a pas besoin de se battre, de fuir, de se figer ou de chercher à plaire. C'est l'état de sécurité. et on veut pouvoir accéder à cet espace consciemment, n'est-ce pas? Pas juste s'y retrouver par hasard. Savoir comment naviguer entre ces états, c'est en quelque sorte la clé. Je vais le faire tout de suite, je vais le faire tout de suite. D'accord, je me sens mieux, mais c'est ce qu'ils aiment, a-t-elle dit. Tu t'y plonges, tout simplement. Dans l'entretien, elle a parlé d'accéder à l'amour et tu as guidé la communauté Breaker sur Substack à travers la méditation de la bienveillance et de l'amour. Tu as parlé de ta propre pratique sur Substack. Quand tu t'y habitues, tu sais comme en ce moment, je peux poser mes mains sur mon cœur et simplement faire venir ce sentiment. Une fois que tu sais où c'est, tu peux y accéder et tu peux y retourner. Toi, oui, et beaucoup doivent apprendre. Apprendre, trouver cette fréquence. Comme elle en parle, Eh bien, même simplement se concentrer, même se concentrer sur une partie de ton corps. Pour certains, c'est comme discuter de la fantaisie. Quand tu parles à quelqu'un qui ne peut pas imaginer une pomme. Ce qu'on demande aux gens de faire, pour certaines personnes, elles n'y arrivent pas. ces personnes elles peuvent toujours ressentir une partie de leur corps avec leur esprit. Par exemple, tu peux observer tes mains et te demander « Que ressens-je dans mon plexus solaire ?» Respirons là-dedans, puis dans mon cœur, puis dans ma gorge. C'est difficile pour beaucoup de gens. Alissa a commenté. Parfois, quand on te dit de ressentir quelque chose dans ton corps, beaucoup de gens se demandent « Quoi ?» Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Il m'a fallu longtemps pour comprendre, tu sais, la respiration. J'avais une professeure de yoga incroyable, merveilleuse, quand j'étais étudiante à l'UCLA. Tu sais, personne ne connaissait le yoga à l'époque. Je me disais, c'est quoi ce cours? Je vais le suivre? C'était au début des années 90. Et elle m'a appris ce que c'était que de respirer avec le ventre. Et j'étais là, genre, quoi, il y a différentes façons de respirer. Je veux dire, il a fallu qu'on m'apprenne ça alors que j'étais adulte, tu vois. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment à l'école? Excusez-moi, Ce sont des choses essentielles. comment prononcer applicable? Je ne l'ai jamais appris comme tu le relèves. Parfois, nous apprenons comment former. Je pense que c'est applicable, tu ne penses pas que c'est applicable, tu penses que c'est applicable. Tu penses aussi que c'est comparable, et c'est comparable. Moi non, tu sais quoi, ce que c'est que... Mais pas à l'école, mais je l'ai appris plus tard. Je veux dire, je pense fondamentalement, si on ne nous apprend pas
comment fonctionne cette forme physique, c'est-à-dire celle qui régit notre façon de penser. Ils commencent à enseigner ça aux enfants. Vous savez, je crois que c'est dans la région de la baie. Ce genre de choses se passe toujours dans la Bay Area. Ils enseignaient la pleine conscience aux enfants. Enfin, j'ai essayé de le faire avec les miens. C'est trop tard. Et sur ce point, oh non, mais je veux dire même essayer d'introduire cette conversation. Tu vois? C'est l'un des aspects pour lesquels je suis contente que le monde ait changé de cette façon, et les réseaux sociaux en font partie. Quand on a commencé ce podcast, il n'y avait pas autant de discussions. Et je ne dis pas que c'est grâce à nous, je dis juste que les choses ont tellement changé. Quand on a commencé ce podcast, on essayait un peu de s'expliquer mutuellement ce qu'on voulait exprimer. Et maintenant, tu peux aller sur les réseaux sociaux et il y a toutes ces discussions sur la respiration, le centrage, l'ancrage, on commence enfin à voir ça. C'est davantage intégré dans une conversation collective. De plus en plus de gens l'apprennent, c'est sûr. En parlant de Richard Davidson que tu as mentionné, oui, je pense qu'on va offrir aux gens une surprise spéciale. Nous savons que nous avons beaucoup de nouveaux auditeurs et nous sommes très reconnaissants que vous soyez là. Est-ce que c'est un bagel? Nous allons revenir juste au début. Il s'agit d'environ 2 minutes de Richard qui parle de la façon dont nous créons des histoires et comment ces histoires façonnent toute notre vie. C'est un excellent rappel, alors que nous avons cette conversation avec Dr. Sue, de voir tous les endroits où il y a des points de connexion, des ouvertures, de l'espace et finalement la possibilité de laisser entrer l'amour. Restez avec nous pour cette partie avec Richard. Et si vous voulez regarder cet épisode, il est dans les archives en audio et sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur cette conversation, y compris une histoire sur l'ashram, l'énergie et comment ne pas avoir peur. Et je vais demander à Mayim comment elle se connecte à son moi supérieur. Rejoignez-nous sur Substack pour le direct. En plus, nous allons nous concentrer sur Substack, sur l'un des chakras, et je vais guider Jonathan à travers les exercices. Pour vous connecter au système, allez sur Substack pour découvrir le système de chakras choisi par Jonathan. Et maintenant, Richard Davidson. Nos croyances et nos attentes, en particulier nos croyances sur nous-mêmes et nos attentes envers nous-mêmes, influencent notre perception du monde. Et j'irai même plus loin en disant qu'elles n'influencent pas seulement notre perception du monde, elles définissent le monde dans lequel nous vivons subjectivement. Une façon pour une personne ordinaire pour réfléchir à cela, et c'est, vous savez, une sorte d'exercice de méditation simple que nous faisons, c'est d'imaginer une situation difficile qui s'est produite récemment dans votre vie, la faire venir à l'esprit et simplement d'envisager quelle pourrait être votre réponse à cette situation. Si vous aviez un ensemble de croyances et d'attentes complètement différents, en entrant dans cette situation, nous nous identifions tellement aux croyances et aux attentes que nous avons à notre sujet. De nombreuses personnes ignorent qu'elles ont des croyances et attentes. Attends, est-ce qu'on peut juste ralentir un instant? Parce que, tu vois, j'ai pensé à une situation, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai pensé à une situation où quelqu'un m'a blessée. Et cette personne, elle a fait quelque chose que je trouve mal, tu sais, pas éthique, vraiment mal. Donc, j'essaie d'imaginer, tu vois, je pense à une amie à moi que je considère comme quelqu'un de plutôt éclairé. Elle a grandi dans une communauté bouddhiste et est très zen. Si cela lui était arrivé, elle aurait eu une réaction totalement différente. Je veux dire, ce n'est pas pour dire qu'elle n'aurait pas été blessée, mais est-ce le genre d'exemple dont on parle? Oui, je pense que c'est un exemple très approprié. Hein? Nous avons tous une histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils se racontent une histoire sur eux-mêmes et il y a des personnes qui en ont conscience. Mais vous savez, ils considèrent cela comme une caractéristique fixe de leur personnalité. Ils ne reconnaissent pas que le récit peut changer. Et en réalité, ce qui est essentiel pour le bien-être, ce n'est pas tant de changer le récit au départ, mais de changer notre relation au récit, afin que nous puissions voir le récit pour ce qu'il est, c'est-à-dire un récit. Et il pourrait être différent. C'est une constellation de pensées, et les pensées sont des pensées. Elles sont éphémères, elles vont et viennent. De notre effondrement à celui que nous espérons que vous ne vivrez jamais. À la prochaine. My embryonics break down.
down, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, one, and now she's gonna break down